Yo, what's up les mortels? Bienvenue dans mon podcast, épisode numéro 145! 145? Avant de présenter notre invité aujourd'hui, on est encore une fois commandité par la microbrasserie Farnham. Donc, Farnham, ils ont sorti la Jalisco, une lager mexicaine récemment. Ils ont une vingtaine de sortes de bières disponibles en épicerie, des seltzers et des alcoomates disponibles directement à la brasserie. Si vous cherchez quoi faire là, durant la fin de semaine, là, allez manger à la brasserie Farnham, c'est écœurant. Sinon, suivez-nous sur Twitch pour voir en direct, poser vos questions à nos invités parce qu'on est en live sur Twitch à chaque mardi à 19h30. Suivez-nous sur Patreon pour avoir les segments exclusifs. C'est tous les petits moments crunchy d'extra. Là, t'en veux plus, va sur Patreon. Sinon, viens sur Balado Spotify pour l'audio quand tu t'en vas à l'école ou au travail. Écoute ça dans tes oreilles. Je suis avec mon co-animateur Zach. T'as mis à la console aujourd'hui. Notre invité, c'est un humoriste. C'est aussi l'animateur du podcast Au Parloir. Yeah. Il y a vraiment en tout cas, avec son podcast, un gros bagage qu'on va aborder aujourd'hui parce qu'il reçoit entre autres des anciens détenus. Puis on va revenir un petit peu sur notre podcast qui a fait controverse là, parce qu'on est sorti de notre répertoire. Puis en tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde. Laissez ça aux grands. Ouais, c'est ça. On va laisser ça aux grandes personnes. Cédric Bergeron, mesdames et messieurs. Yes, sir. Salut, la gang. Moi, c'est ça. On parlait avant que ça commence à tourner. Là. Comment ça a commencé le podcast Au Parloir? Là? Au Parloir, en fait, c'est ça. Moi, je suis humoriste, puis on cherche tout le maximum de visibilité dans le fond. Fait que j'avais l'idée de partir un podcast. J'avais discuté un peu avec les gars du Gang Show parce que je suis la personne qui a fait le Gang Show le plus souvent et qui l'a réussi le plus souvent. Puis les gars, c'est devenu des chums. Ils viennent super à la maison puis tout ça. Puis j'avais envie de partir peut-être un podcast avec du monde qui ont fait le Gang Show. Justement, de donner la visibilité au monde du Gang Show, puis eux autres, il y avait déjà un bon reach. Fait que je me dis, c'est une association. On a eu des bonnes discussions. Les gars étaient dans avec l'idée. Finalement, il y avait un autre projet, eux autres, de leur côté, qui a fait que ce projet-là a tombé à l'eau. Puis moi, j'ai acheté un duplex il y a 1 an et demi à peu près, puis j'ai un de mes locataires, un petit monsieur, 81 ans, tout petit, super gentil. Puis à partir du premier mois, je suis allé chercher mon loyer, il me sort genre... moi, j'étais en probation jusqu'à la fin de mes jours. J'ai fait 17 ans pour meurtre. J'ai eu une sentence de vie. Je suis comme, tabarnak, OK. Fine que tu me racontes ça. C'était pas nécessaire, mais c'est correct. T'sais. Mais faut que tu saches ça quand tu... Non. De... Je pense que juste le fait que j'ai de l'air de ce que j'ai de l'air, je pense qu'il était comme, il se sentait à l'aise. Là, il doit pas raconter ça à tout le monde, mais il devait sentir que c'est pas quelque chose qui m'énerverait. Puis, comme de fait. Là. Puis à chaque mois, on jasait, parce que comme c'est un monsieur de 81 ans qui a fait beaucoup de prison, fait qu'il me paye son loyer cash. Là, des virements Interac, là, je vais le voir à chaque mois, il me paye son loyer. Puis il me racontait toujours un peu son histoire. On jasait tout le temps de ça, puis blablabla. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme... Tente pas de compter ça devant une caméra, t'as tellement d'histoires à raconter. Puis il a fait, ben oui, j'ai déjà fait des entrevues, puis j'aimerais ça serait cool. Fait que l'idée a fait comme, hey, ça pourrait être une idée de podcast. J'ai dit, je vais le recevoir lui, peut-être faire une dizaine d'épisodes. Puis écoute, dès le premier épisode avec lui, il y a eu un gros vibe. J'ai reçu plein de messages super intéressants. Puis j'ai fait, je vais continuer, je vais en faire un autre. Puis là, j'en fais un autre, puis j'en fais un autre. Puis là, je suis rendu à 14 épisodes qui sont tournés. Puis j'arrête pas. Puis écoute, j'ai de la demande auprès du public. Puis j'ai de la demande auprès de gens qui ont envie de venir partager puis de raconter leur histoire. Là, c'est sûr, j'ai reçu beaucoup à date d'anciens détenus et détenus Donc, sur YouTube, prochain épisode en fait qui sort demain sur YouTube, c'est la première fille que j'ai reçue au podcast qui a fait du temps. Mais là, je vais élargir un peu au niveau DPJ, au niveau des gens qui travaillent en maison de transition. Je vais avoir un gars qui a fait du médico-légal. Donc, qui était infirmier, mais en médico-légal, donc, sur de la balistique et des affaires. Fait que, je veux élargir ça, pas juste au milieu carcéral, mais tout ce qui tourne alentour. Essayer d'élargir un peu. Puis là, comme je vous disais tantôt, ben là, je commence à placer des cartes puis à envoyer des messages. J'aimerais ça aller tourner peut-être une série d'épisodes à l'intérieur des murs. Donc, peut-être aller dans un fédéral, aller des gens qui ont des sentences de vie, mais qui sont en train de les faire en ce moment. Ouais, ça, c'est quoi? C'est directeur de écoute, je commence là, c'est ça. Là, je commence à tisser des liens puis à envoyer des flèches un peu partout là, pour essayer de mettre ça en concret. Déjà, avoir les approbations va être une chose, mais là, ça va être d'avoir... Ça me prend une équipe aussi, ça me prend un tech, ça me prend des caméras. Fait que, même que j'y aille, je vais essayer d'avoir comme une pièce pendant genre 4 jours. Puis genre puis là, on les passe, 2 podcasts par jour pendant 4-5 jours là, pour avoir une série. Je ne pourrais pas faire comme je fais, là, aller en tourner
1 ou 2 à chaque semaine. Puis, ça va être fou. Fait que là, je travaille là-dessus. Là, c'est à venir. Patreon, suivez ça au parloir. Ben oui, plug-toi. Il n'y a rien en toi que quand tu reçois ces gens-là qui te fout la chienne. C'est quand même du monde que, tu sais, des meurtriers, puis... T'as-tu peur des froissés, genre? Ouais. Tu reçois, tu dis de la mauvaise chose, t'es comme, ils me pètent une bulle, puis ils me suivent. Moi, honnêtement, ce que je dis au monde, tu sais, écoute, dans ma vie personnelle, j'ai côtoyé du criminel là, dans ma vie, là, tu sais, j'ai moi-même un passé, fait que, tu sais, j'ai quand même... je sais comment parler avec ce monde-là, je sais. Puis, tu sais, la plupart des gens que je reçois, c'est des gens qui ont ce vécu-là, mais en même temps, c'est des gens qui s'en sont sortis, tu sais, qui ont rendu avec des vies, tu sais. J'ai pas envie de recevoir quelqu'un qui est, comme je vous disais tantôt, tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a écrit qui est en liberté illégale en ce moment puis qui voulait venir sur le podcast, mais c'est pas... Oui, c'est un angle qui est intéressant à entendre parler de, mais tu sais, c'est pas le but du podcast. Tu sais, je veux vraiment aller sur la réinsertion, puis tu peux t'en sortir peu importe ce que tu as vécu. Fait que tu sais, comme je dis au monde, quand tu arrives, c'est une conversation entre deux personnes. Tu sais, je suis pas là, justement, je suis pas un journaliste. Fait que je suis pas là pour les challenger, là, pour faire comme ouais, mais là, ce que tu as fait, tu te rends-tu compte à quel point ça n'a pas d'allure? Il sait en crise que ça n'a pas d'allure. Là. Il a passé 27 ans dedans, là, il sait en crise que ça n'a pas d'allure ce qu'il a fait, puis il a eu le temps d'y penser. Tu sais. Puis, tu sais, aussi sûr, à chaque début de podcast, je dis, moi, je me détache de ce que les gens disent. Moi, je suis un gars qui prône la liberté d'expression dans la vie. Fait que, tu sais, ils disent, puis je ne vais pas, s'il dit quelque chose, je ne vais pas couper. Si, exemple, je ne serais pas d'accord si quelqu'un utiliserait le N-word, mettons, dans le podcast. Si le gars, il me dit couper, je vais le couper. S'il ne me dit pas de le couper, je ne vais pas le couper. Je vais lui dire, je ne suis pas down avec ce que tu viens de dire là, mais c'est de la façon dont tu le dis. Assume que t'es raciste, mon chum, si tu dis sur le podcast. C'est pas arrivé, puis je pense pas que ça va arriver. J'espère pas, en tout cas. Je sais pas comment je réagirais. Je serais pas très à l'aise. Mais tu sais, en même temps, il y en a qui parlent peut-être un peu cru ou qui, au lieu de dire le mot policier, va dire cochon ou dire le gros chien. Mes chums, le gros chien m'a pogné, il m'a jeté sur le hood. Mais je comprends quand tu vis ça, tu sais, quand t'es d'un angle extérieur, peut-être tu vas faire Chris. Ouais, mais tu comprennes que c'est la mentalité d'un gars qui a été pourchassé par la police, puis qui s'est fait arrêter plein de fois, puis qui est un criminel de métier, tu sais. Mais tu sais, mon but, c'est pas de challenger personne. Mon but, c'est juste d'avoir ton angle de vue, ton histoire, puis ton vécu, tu sais. Fait que non, ça me stresse pas, tu sais. Il y a des gens qui m'ont écrit, puis après une couple de messages, j'ai fait, ben non, ça me tente pas. Je pense pas qu'entre toi et moi, ça va cliquer, tu sais. Ouais, je pense pas que c'est un bon fit. Je pense pas que c'est un bon fit. Je pense pas que tu vas apporter quelque chose d'intéressant au podcast. En tout cas, pas dans l'angle que moi, je veux exploiter, tu sais. Ouais. Y a-tu des crimes, admettons, qu'une personne peut commettre, puis toi, tu veux pas y recevoir au podcast, c'est comme un nom direct? Absolument. Il y a personne qui va passer à mon podcast qui a été reconnu coupable de crimes sexuels. Femme, enfant, whatever, peu importe. Impossible. Quand tu as été déclaré coupable, tu as fait ton temps, tu as payé ta dette, encore lisse. Ça n'arrivera pas. Je serais pas capable. Ouais, ben ça, c'est la ligne à pas franchir. Tu sais, le summum, ça serait de recevoir un pédophile. Genre, tu sais, ça, c'est incommensurable que quelqu'un, genre. Même un violeur, un gars qui a violé, j'étais sous, puis encore lisse. Ouais. Si tu vends de la dope dans la vie, tu sais, du monde dit mais tu peux tuer du monde. Ouais, mais j'ai pas mis un gun sur la tête de la personne pour venir m'acheter de la dope. Là. Ouais. Moi, j'en ai vendu. Puis s'il a fait un overdose parce qu'il s'est shooté 1,5 gramme dans le corps, ça fait partie de la game, tout ça, tu sais. Mais de dire que t'as physiquement, sans raison, oui, j'ai reçu des meurtriers, dont le premier, mon petit monsieur, qui c'était pas justifié. Tu sais, comme j'ai reçu 2 meurtriers à date, puis il y en a un, c'était justement une histoire de drogue, puis de fournir de mon vendeur, puis ci, puis ça, mais c'est dans ce monde-là. Fait qu'autant le gars qui s'est fait tirer que le gars qui a tiré, ça fait partie de la game de cette vie-là. Ouais. Mon petit monsieur, le motif était zéro. Bon, il n'y a pas de bon motif pour tuer quelqu'un, là. Entendez-moi, là, quand même. Je suis en train de prôner le meurtre. Mais tu sais, c'est une personne qui est repentie, qui a fait ça, qui a tué. Mais pour moi, ça reste quand même le gars qui a tué. C'était un tannant, c'était un gars qui cherchait la merde. Mais encore là, puis c'est quelque chose qui s'est passé dans les années 80. Mais tu sais, s'il m'avait dit j'ai violé puis j'ai tué une femme parce que j'étais sous, puis non. Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons un criminel qui a tué un autre criminel. Là, moi, j'ai travaillé sur le documentaire de Raymond Boulanger. Là, je sais pas si. Qui est quelqu'un qui devrait venir au podcast aussi éventuellement. Ouais, je te le souhaite.
j'espère qu'il va mieux, là, parce qu'à la fin, il y avait, si je me trompe pas, là, il y avait le cancer. Là, ok, je sais pas, depuis j'étais... qu'il est sorti de prison, là, il était bien malade. Ben, là, je l'ai vu dans une couple de podcasts, puis il y a eu justement son documentaire, puis tout ça, puis j'étais justement en contact avec quelqu'un qui l'a reçu sur son podcast pour essayer de me mettre en ligne avec, puis j'ai pas réussi à le rejoindre via les réseaux. Là, fait que... en tout cas, s'il est encore en forme, puis... Ah, mais lui, tu sais... Comme dans son documentaire, il laisse pas sous-entendre qu'il a tué personne, mais tu sais, il est dans le gros cartel, en Colombie, puis tout. Puis si il y a eu à commettre l'acte, c'était quelqu'un d'aussi tannant que lui, puis tout, tu sais. Exactement. Pour moi, là, c'est vraiment les paroles, mais comme ça, je trouve ça moins pire que personne qui a pas de motif, justement, là, tu sais. Tu sais, pour parler, mettons, de l'histoire de votre podcast que vous avez retiré, tu sais. Ouais. Ça, c'était pas quelque chose qui était nécessaire ou qui était correct. Mais en même temps, la victime n'est plus. Je sais pas si tu comprends la différence entre la victime et plus là. Puis c'est arrivé cette façon-là, c'est un acte de violence. Mais un viol, pour moi, c'est souvent, bon, mettons, la victime est encore en vie, ça. Fait que ça, c'est non. Tu sais, elle n'a pas à revivre ces histoires-là. Puis en même temps, c'est un acte, mais qui est une barbarie, qui est pour des pulsions sexuelles. Tu sais, parce que moi, dans ma tête, je comprends le concept de j'ai pété les plombs, puis je me suis battu avec quelqu'un, puis j'ai pété les plombs, puis j'ai pas été capable d'arrêter, puis je l'ai bûché, puis le gars, il en est mort, tu sais. Parce que c'est peut-être parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je relate, que je sais que ça aurait pu m'arriver dans la vie je me pogne avec quelqu'un, puis un coup de poing mal placé, j'en ai donné des coups de poing d'en face à du monde, puis j'aurais pu mal fesser quelqu'un, il aurait pu tomber, se prendre le crâne, puis mourir. Tu sais, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. C'est que j'aimais pas ça, manger un coup de poing de ta part. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est avec les vagues. Non, mais ça arrive, tu sais, puis je veux dire, c'est quasiment aux 2-3 ans dans les journaux, on l'entend, un road rage, le gars, il est sorti de son char, paf, l'autre, il est tombé, il s'est pété la tête, tombé dans le coma, 4 mois plus tard, il est mort. Ça arrive des affaires de même, tu sais. Mais violer quelqu'un, un enfant, ça, on n'en parle même pas, là, mais tu sais, violer moi, non, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est une ligne qui est infranchissable. Puis encore là, tu sais, parce que ces blessures-là vont suivre tout le long. Ouais, puis j'essaie de faire attention, mais parce que la façon que je pense, c'est comme, tu sais, commettre un meurtre, c'est correct, puis violer, c'est pas correct. C'est que pour moi, c'est tellement deux choses complètement différentes, tu sais. Mais encore là, tu sais, je recevrais pas un Magnota. Ça, je recevrais pas quelqu'un comme ça. Oui, c'est un meurtre, mais... c'est pas le même genre de meurtre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas de... moi, je pense pas que tu peux réhabiliter une personne de même. Tu sais, quelqu'un même qui est un... Je ne voudrais pas dans la société. Je parlais de l'histoire, tu sais, de Richard Blas, qui était un des gros criminels des années 60, tu sais, énorme criminel québécois, un des plus gros criminels qu'on a eu au Québec. Puis, tu sais, à un moment donné, par vengeance, il a foutu le feu dans un bar, mais il y a 12 innocents qui sont morts. Je pense à peu près 12. Je lance le chiffre, peut-être 7, whatever, mais des innocents qui sont morts brûlés là-dedans. Mais ça, non, tu vois, je suis pas dans avec ça. Ben, j'ai l'impression que c'est vraiment... tu vas recevoir un meurtrier, mais comme s'il a tué quelqu'un dans la game, tu sais, il était un autre dealer ou quelqu'un d'autre qui était un autre criminel... C'est comme, faut que tu t'attendes un peu à ça en étant criminel. Toi, il peut arriver de quoi, puis toi, tu peux subir, tu sais, tu peux te donner de quoi à quelqu'un. Là, fait que, soit quelqu'un qui est dans le game ou, tu sais, quelque chose que, tu sais, que c'était pas... Si t'as tué, puis que c'était planifié, puis que t'es un criminel, puis que c'est un criminel, c'est quelqu'un que je suis prêt à recevoir. Si t'as tué parce que t'as tilté, t'as frappé ou t'as tiré comme mon premier, lui, c'était ça. C'était un alcoolique. Il était suspect, ça faisait 3 jours. Il y a un gars, ça faisait longtemps ça faisait une couple de fois qu'il se pognait avec. Il s'était pogné avec un de ses chums la journée, la semaine d'avant, de main. Puis il est arrivé au bar, ce shot-là, puis il l'a encore cherché, puis il a fait « OK, toi, t'écœureras plus personne, je t'écœuré. » Il est monté, il a chargé son gun, il est redescendu, bang, il l'a tiré. T'sais. Il a tilté. Fait que ça, mais tu sais, une affaire justement, la Magnota, que tu sais, il l'a tué par plaisir, il l'a découpé, ça, c'est non. C'est psychopathe en Tu comprends? Il y a une différence entre j'ai pété un plomb, tu sais, je vais recevoir un gars, il va nous conter son histoire de road rage, tu sais, mais à bumper le char, bang, bang, il l'a fait déraper, puis c'était une famille qui était dans le char. Il y avait le gars, sa blonde, puis leur enfant, puis ils ont fait des tonneaux, puis le gars, il est parti, puis il a fait du temps pour ça. Il a pété un plomb, tu sais. Si t'es un gars qui se promène sur la route puis qui fait exprès de faire planter des petites familles,
parce que ça t'amuse, je te recevrai pas mon podcast, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un angle, tu sais, la ligne est mince entre qui je pourrais recevoir pour tel genre de crime, mais tu sais, il y a des meurtriers que je pourrais recevoir, puis il y a des meurtriers que absolument pas, là, tu sais. C'est touché. Puis t'as-tu déjà reçu du hate, justement? Ça on s'en était parlé en message. Non. Écoute, perso, non. Il y a quelques messages qui ont passé, mettons, sur YouTube de genre à donner de la place. T'as reçu ce gars-là, moi, je suivais ton podcast, mais là, t'as reçu ce gars-là, je décroche. Okay. Mais j'ai pas personne qui m'a envoyé de message personnel. Faut dire qu'en même temps, si tu écoutes au parloir, puis dans la description du podcast, je reçois des gens qui ont été touchés de près ou de loin par le milieu carcéral. C'est ton domaine, c'est l'identité de ton podcast. Si t'es pas prêt à écouter des histoires rock'n'roll, ben écoute-le pas. Mais non, j'ai pas eu de hate. Parce que c'est ça, moi j'ai hâte de voir quand tu vas recevoir Danny. Parce que nous autres, on a reçu Danny. En fait, c'est le podcast qu'on a retiré. Puis, ça fait aucun bon sens. Là. C'était comme, on n'a jamais vécu de quoi de même en 4 ans en sortant des podcasts. Puis je les ai pris en screenshot, là, genre juste comme pour les avoir. Puis j'avais 65 photos. Ça, c'est ce que tu as pu c'est des prendre. blocs de commentaires. Puis ça, c'est après, mettons, l'avoir retiré une fois. Fait que, mettons, sur TikTok, là, un coup, tu retires. Tu peux pas retrouver ces commentaires-là. Là, mais, hey, c'est comme... Quand t'es pas habitué à recevoir du hate écoute, sur Internet... en tant qu'humoriste, j'en reçois... à peu près pas. Puis, tu sais, des fois... mais c'est sûr que, tu sais, ce qui a été vu au Gang Show, c'est pas nécessairement les jokes les plus trash ou les plus dark que je fais nécessairement tout le temps. Mais, tu sais, je suis pas si trash que ça. Je suis pas si hard que ça. Tu peux pas aimer. Puis... Mais non, je reçois pas tant de hate. Puis, écoute, honnêtement, je l'appréhende, ce podcast-là. Mais, tu sais, j'ai eu une discussion avec Danny. Je pense qu'il y a des choses qui ont été dites sur votre podcast qui ne seront pas répétées sur le mien. Je pense que on va vraiment aller sur un angle différent parce que, comme je te dis, moi, c'est pas, comme je ne l'ai pas écouté, votre podcast. Puis quand je me dis, je vais peut-être en écouter des bouts parce que moi, comme je disais, quand je reçois quelqu'un, je veux savoir les grandes lignes de son histoire, mais je ne veux pas les savoir parce que je veux justement que mon intérêt soit véridique, puis que mes interactions soient véridiques, puis que mes questions soient sur le fly. Je veux pas que ça soit préparé, fait que je voulais pas avoir toute l'histoire. J'ai découvert votre podcast sur TikTok avec le clip de Danny, puis c'est pour ça que je vous ai écrit, puis j'ai fait comme, hey, j'aimerais ça vraiment rentrer en contact avec ce gars-là. Puis c'est là que vous m'avez parlé du hate, puis tout ça. Mais moi, c'est vraiment le côté... En général, j'essaie de ne pas passer bien plus qu'une vingtaine de minutes sur ce qui s'est passé. J'essaie de diviser mon podcast en 3 sections. Genre, t'es qui, tu viens d'où? Qu'est-ce qui a mené à ce geste-là? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as fait ce geste-là? Comment tu as vécu ce qui s'est passé vis-à-vis ça, donc l'incarcération et tout ça? Puis après, aujourd'hui, t'es qui? Comment tu deals avec ça aujourd'hui et tout ça? Ouais. Puis je pense que dans votre podcast, ce que Danny me disait, c'est qu'il est allé de sa version et non de la version officielle. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui a choqué la famille vraiment hard parce que, tu sais, comme il me disait, la famille s'est faite une image de l'histoire. Puis c'est sûr qu'ils l'ont probablement embelli pour eux autres et probablement démoniser vraiment Danny, ce que probablement je ferais moi aussi si ça arrivait à un de mes proches. Fait que d'entendre une nouvelle version ou peut-être, comme je te dis, je ne l'ai pas écouté, mais s'il se défend un peu puis qu'il essaie de minimiser son geste, je comprends peut-être les réactions qu'il y a eu. Est-ce que je vais en avoir moi aussi? Il y a peut-être, je l'assume, c'est un podcast qui parle de ça. Moi, comme je dis, je prône la liberté d'expression, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est pas ce qu'il a fait, mais pourquoi il s'est rendu là, puis qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qui est la personne qui est rendue. Tu sais. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un moment donné, nous autres, on l'avait assumé, le podcast, on a fait comme, gars, on va rouler avec, parce que il y avait beaucoup de commentaires qui étaient négatifs, puis que dans les commentaires, mais dans nos DM, dans les messages privés, c'était des commentaires positifs, puis c'était du monde qui travaillait dans ce milieu-là, puis était comme, tu sais, je vous félicite les gars, c'est un bon podcast, vous avez fait une bonne job, puis tu sais, on a vraiment essayé de se tourner vers le côté réhabilitation de Danny, c'est qu'on trouvait ça vraiment fascinant, parce que son cas est quand même particulier. Puis, tu sais, juste lui qui parle des centres jeunesse, puis qui a passé, je pense, c'est 7 ans, si je me trompe pas, dans les centres jeunesse. C'était vraiment... Il y a plein d'affaires que nous autres, on savait pas, le commun des mortels ne savait pas, puis comme il en parle, puis c'est super intéressant, mais là, on avait décidé de le garder, on a fait garde des messages négatifs, puis au pire,
Mais là, c'est Danny de son bord qui a fait comme là, je reçois trop de messages négatifs, moi, de mon bord, puis de la famille. Encore à ce jour, tu sais, je trouve que c'est un très bon podcast, puis peut-être qu'il y a un peu de maladresse, mais somme toute, là, on a vraiment... C'est sûrement juste parce que c'est la version à Danny. Tu sais. L'avez-vous laissé sur Patreon ou même pas? Ouais, c'est ça. Il est encore sur Patreon. C'est un peu comme le même principe des... C'est les gens qui vont vraiment vouloir l'écouter puis qui vont être comme hey, ça m'intéresse. Tu vois, les Denis de relais avec Rince Crème, c'est pour ça que leur podcast est que sur Patreon. Parce qu'ils vont, je sais pas si vous l'écoutez, là, mais c'est parce qu'ils vont vraiment loin dans le podcast. Tu sais. Mais justement, le monde qui l'écoute, c'est le monde qui ont payé. Fait que tu sais à quoi t'attendre. Si tu payes, tu t'attends du Denis et tu as du Denis x 1000 en esti. Si tu tripes sur eux autres sur scène, peut-être tu tripperas peut-être pas ces gars parce qu'ils vont vraiment plus loin que sur scène. Puis moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, puis c'est le concept de ça. Mais moi, comme je vois vraiment, tu sais, je reçois du monde, puis des fois, tu sais, il commence à parler, puis gars, on m'en fous, on veut pas les détails. T'as volé, qu'est-ce que t'as volé? M'en fous. Qu'est-ce que tu vendais? C'est pas important, l'histoire. Ils ont trouvé des guns chez vous, je veux pas savoir combien, puis je veux pas savoir les balles qu'ils ont trouvées, je veux pas savoir le bon temps qu'ils ont trouvé, je veux pas savoir la substance qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé des affaires, ils t'ont embarqué, t'as eu qu'un chef d'accusation. Fait que c'est peut-être pour ça que ça... Puis, oui, j'ai reçu des messages, puis de celui que je parle en ce moment qui est sorti sur Patreon la semaine passée, qui est un gros podcast. Puis, le monde disait le genre de gars que c'est jamais de sa faute, puis ci, puis ça. Oh, mais le gars, il est venu raconter son histoire. Le gars, il a été. Il y a eu des faux rapports qui ont été faits, les perquisitions étaient illégales, les mandats n'étaient pas légaux. Le gars, c'était-tu un criminel? Oui. Ils ont-tu trouvé du stock chez eux? Oui. Ils ont-tu trouvé? Oui. Mais à base, les mandats n'étaient pas bons. Fait qu'il y avait légalement le droit de se défendre. Il a été acquitté parce que les mandats n'étaient pas bons. Puis tu sais, il y a une sergente de la SQ qui se retrouve en ce moment accusée au criminel à cause de son cas à lui, tu sais. Ils m'ont dit, oui, mais le gars, il assume, mais il va pas nécessairement tout compter. Il est là pour raconter cette histoire-là. Il n'est pas là pour raconter toute sa vie au complet. Là, c'est comme le podcast d'Alain Olivier, là, justement. Là, lui, c'est l'histoire la plus... il s'est fait framer là, carrément par la SQ. Là, c'était, je te mets en contexte exact, mais c'était un junkie, un hippie qui avait besoin de changement dans sa vie, puis il est allé travailler au BC puis tout, puis il est devenu entre-temps accro à plein de substances, puis c'était c'était en Thaïlande, justement. En fait, c'est qu'il y a un délateur qui, lui, il avait déjà été en Thaïlande, il avait ramené genre 2-3 grammes d'héroïne pour ses affaires, puis il était devenu chum, puis il travaillait pour un gars, puis sans savoir, ce gars-là, il délatait à la GRC. Mais le gars, il faisait des fausses... Il était un faux délateur, dans le fond. Il donnait des fausses informations pour se faire payer. Fait qu'il a fait passer ce gars-là pour un gros trafiquant d'héroïne auprès de la GRC pour se faire payer 80 000 $ par la GRC. Puis la GRC avait tellement faim qu'ils ont tout cru, ils ont fait à croire un meurtre, ils l'ont amené en Thaïlande, ils l'ont forcé à trouver un lien pour qu'il puisse acheter de l'héroïne. Il voulait 10 kilos. Il n'avait pas le contact pour ça, lui. Il a finalement réussi à trouver 3-4 kilos. Puis là, ça a mal viré. Un agent de la GRC qui est mort pendant la transaction, tout ça, sont allés témoigner en Thaïlande. Il s'est retrouvé condamné à mort en Thaïlande. Mais c'était quoi le but de la SQ? La GRC, c'était... La GRC? C'était d'avoir un gros trafiquant. Parce que les autres, ils pensaient, parce qu'il y avait des informations sur le fait que il y a un délateur qui avait déjà donné beaucoup d'informations à GRC qui avait arrêté du monde grâce à ce gars-là. Fait que lui, c'était un héroïnomane, mais lui, le bâtissait toute une histoire. Puis lui, il avait juste peur de ces gars-là parce qu'il pensait que c'était des criminels. Fait qu'il avait peur de se faire tirer parce qu'ils ont fabriqué un faux meurtre sur le bateau sur lequel lui travaillait pour qu'il croie. Pour qu'il croit que c'est des criminels. Parce que l'autre, il a dit il veut pas faire avec vous autres. Il pense que vous êtes des policiers, Chris. Il pense on va faire, Chris, on va faire un faux meurtre sur le bateau. Fait qu'il va arrêter de penser qu'on est des policiers. Il va penser qu'on est des vrais gangsters. Tu sais. Puis ils l'ont comme un peu menacé aussi. Genre, tu sais qu'on est capable de faire ça. Fait que, ils ont payé son billet d'avion pour la Thaïlande. Ils ont donné de l'argent. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Là. Tu peux pas inciter quelqu'un à aller commettre un crime. Les autres, c'est ça qu'ils ont fait. Puis écoute, la peine de mort illégale au Canada, puis il y a des agents du gouvernement canadien qui sont allés en Thaïlande témoigner pour qu'ils soient condamnés à mort quand la peine de mort au Canada est illégale. Puis lui, c'est un citoyen canadien, là. Il s'appelle Alain Olivier, là. Pas un Thaïlandais, là, tu sais. 8 ans et demi, enfermé 8 ans et demi en prison, enchaîné pendant 42 mois. Ça, c'est... Puis tu veux, moi, à chaque début de podcast, je dis, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies et les termes utilisés par mes invités,
Je dis toujours ça à chaque début de podcast. Puis à ce début de podcast-là, j'ai dit, normalement, je dis tout le temps ça. Puis là, je le dis pas. Parce que tout ce qui a été dit sur ce podcast-là, je l'assume à 100%. Là, puis je suis. I got your back 100 000 à l'heure. Là, Mais je sais ça, vous allez le recevoir. Ouais. Tu me dis, puis demande à Alain, il va t'envoyer un lien pour. Écoute le film. Son site web. Ouais, non, mais écoute le film. Aussi, tout, là, ça. C'est sûr que ça Quand tu connais l'histoire, tu écoutes le film, tu le reçois après, tu fais t'as 2 fois plus de respect après avoir écouté le film quand tu parles avec Viola. Puis le film est inspiré de son livre que lui-même a écrit. Là, fait que c'est. Ah non, c'est quelque chose, man. Mais c'est toutes des histoires de même qui sont. Tu sais, je reçois tout. Autant que j'ai reçu le gars qui était accro au crack, man, puis qui faisait des dépanneurs à côté, puis qui faisait des crimes qui sortent. Il rentrait, il ressortait, il rentrait, il ressortait pour des affaires de même, des problèmes de drogue. Autant que j'ai reçu un gars qui a fait 5 jours de prison. Parce que c'était un punk puis il a pété un windshield de char. Mais c'est pas pour ça que je le recevais, parce que le gars, c'était un enfant de la DPJ qui a eu des problèmes de toxicomanie, mais qui a finalement s'en est sorti puis qui est allé étudier puis qui a décidé d'aider du monde qui était dans la situation dans laquelle il a été. T'sais. Fait que, le gars, à l'âge de 5 ans, il accidentellement a écrasé son cousin de 5 ans avec un tracteur. Il s'est fait violer à l'âge de 9 ans. Il a commencé à sniffer de la colle à 9 ans. T'sais. C'est des histoires. Puis mon podcast, c'est ça le but, c'est de voir, malgré tout ce que tu as traversé dans la vie, toujours moyen de s'en sortir. Tu parlais de hate, je ne reçois pas de hate, mais je reçois plein de messages. Un message d'un gars, hey, ça fait 2 mois, j'ai arrêté le cristal meth, puis d'écouter ton podcast, ça me fait réaliser qu'on peut s'en sortir. Quelqu'un qui m'a écrit, écouter ton podcast, ça me donne l'impression de connaître mon père que je n'ai pas connu parce que ça a été de la prison toute sa vie, puis je ne l'ai pas connu. Puis écouter ce monde-là, ça me donne un peu l'impression d'écouter mon père jaser de sa vie, tu sais. Fait que il y a de tout, tu sais. Je vais recevoir un gars que son père, la peine de mort a été abolie en 1960 au Canada et son père devait être pendu la journée que la peine de mort a été abolie au Canada. Qui a été sauvé par la loi. La journée qui devait être. La journée que sa pendaison était set-up. Fait que, tu sais, c'est tout des. Tu sais, fait que je tire à gauche, à droite, tu sais, parce que je veux pas juste recevoir des criminels qui viennent raconter des histoires. En même temps, tu sais, c'est d'avoir l'angle de tout le monde, tu sais. Je vais avoir 2 filles, c'est 2 sœurs qui n'ont pas le même père, mais leurs 2 pères, ils ont la même mère, mais les 2 pères, c'est 2 pères qui ont incarcérés, qui ont à peu près pas connu. Fait que les filles vont venir chacun nous raconter la version de ils ont la même mère, puis ils ont 2 pères, comment est-ce qu'ils ont vécu ça, tu sais. Fait que je vais essayer d'élargir vraiment le podcast là-dessus. Là, tu as parlé, t'as parlé de la peine de mort. C'est quoi ton avis là-dessus? Ah, écoute, mon avis va ressembler beaucoup à ce que je te dis, les gens que je recevrais. En fait, dis-toi que la plupart des gens que je ne recevrais pas sur mon podcast, probablement des gens qui tout ce qui touche aux enfants, en partant. Là, c'est quelque chose que j'ai toujours haï depuis que je suis papa. Moi, j'ai 2 petites filles de 9 ans. Écoute, moi, je peux même pas m'imaginer. Écoute, moi, je me dis, si quelqu'un viole une de mes filles, c'est moi qui vais avoir la plus grosse sentence des 2. Là. C'est moi qui va se retrouver avec une plus grosse sentence que lui, ça, c'est clair. Pour moi, c'est impensable. Fait que, pour moi, ça, c'est parce que tu scrapes la vie d'un être tellement innocent. Pas que c'est mieux de violer une femme adulte, là, tu sais, mais un enfant, en tout cas, ça, c'est un sujet, mais on peut partir. Ça vient me chercher. Mais tu sais, tuer un meurtrier, moi, je constate qu'un gars comme Magnota, ça me dérangerait pas, tu sais. Mais en même temps, il y a tellement beaucoup d'erreurs aussi. Il y a tellement de bavures policières, il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de monde qui ont été incarcérés puis qui ont été libérés après 12 ans pour des affaires d'ADN. Je me dis, Christ, pas si chill que ça, la prison. Là, surtout des meurtres, mais encore là, Magnota qui s'est marié en prison, puis qui a... Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est mes pensées à moi. Là, je prône pas la peine de mort, mais pas du tout. Là. Elle n'est pas pensée ça, mais mettons que. Un pédophile qui a violé 4-5 enfants, là. Tu serais pas triste, mettons. J'irais pas pleurer si ça tombe. Là, fait que... Mais c'est ça. Puis je pense que aussi, du côté de la peine de mort, c'est non seulement dépendant du crime, là, s'ils vont avoir la peine de mort, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs qui ont été faites durant le moment où le monde n'ont jamais commis le crime.
ils se sont fait, sont morts à cause de la peine de mort, puis après, par la suite, genre, réalisent que... C'est pour ça que je ne suis pas pour... C'est ça que je te dis, je ne suis pas pour la peine de mort, puis tu sais, ça en est déjà sorti, là, des enfants qui ont raconté des histoires, puis que c'était pas vrai, là, tu sais. Fait que c'est sûr que je suis pas pour la peine de mort, mais mettons il y a trop de facteurs qui font en sorte qu'il y a un risque d'erreur. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que mettons qu'elle existerait, il y a certains cas où elle existe, puis cette personne-là, c'est plate, mais c'est ça. Mais s'il y avait une loi qui passerait où il faudrait voter, genre, est-ce qu'on ramène la peine de mort, c'est sûr, je voterais non. Ça, c'est sûr, certain. C'est encore dans le même range, là, mais c'est une question un peu plus à but comique. Là. Mais moi, je vois beaucoup ça dans mon feed TikTok, mais c'est les last meal de personnes qui ont eu des peines de mort. Ça serait quoi votre... Moi, mon mettons, d'un, il faut vraiment être capable de manger, mais moi, c'est sûr, je me taperais des sushis. Moi, ça serait sushi. C'est en fait, je serais capable de manger matin, midi, soir à tous les jours, ça. Mais tu sais, encore là, moi, je suis une personne dans la vie. Moi, écoute, genre 6 repas de poulet brocoli par jour depuis genre 10 ans. Fait que c'est pas... quand je me gâte dans la vie, là. Mais ouais, sushi, je pense que ça serait mon dernier meal si j'avais à vivre ça. Vous autres? Puis les last meals, ça n'a pas de sens, là. Il y en a qui... C'est un menu PFCO complet avec 3 tartes, des fraises. Il y en a un, c'est genre un céleri, 3 olives. Il y en a un, c'est un olive. Un olive, un olive, puis il l'a avalé au complet avec le noyau parce qu'il disait que genre, quand on va m'enterrer, puis tout, je vais me transformer en olivier. En olivier, puis tout. Mais moi, c'est sûr que ça serait genre turbo cochon. Là. Genre, je prendrais vraiment tout ce que j'aime le plus. Genre des ribs, des sushis, je serais dans. Ça serait un buffet. Puis quand t'as dit turbo au début, j'ai comme le poisson turbo, j'ai comme c'est bien plate. C'est un poisson blanc qui goûte pas grand-chose. Tout du filet de sol, sel, poivre. Je pense que je vais aller un surf and turf, man. Surf and turf et le plateau de sushi aussi, ça... Ouais, t'as l'air d'un gars qui doit manger bien du poulet blanc, toi aussi, hein? Non, pour vrai, non. Moi, j'ai pas l'air de ça. Il y a le chandail lousse, mais je suis capable de dessiner une shape à travers un chandail lousse. Mais, un surf and turf, ça serait incroyable. Moi, les fruits de mer, je prendrais un gros bol de spaghetti de ma mère, ça. Ça serait mon dingue. Ou quelque chose que je me serais jamais payé dans la vie, genre de quoi de vraiment cher pour potentiellement être déçu, puis au pire, je suis comme, on va crever déçu, tu sais. Tu sais, genre un steak enrobé de feuilles d'or avec du caviar. J'avoue qu'un bon wagyu bleu, un bon bœuf wagyu, en tout cas, whatever, bleu, là. Ouais. Un peu de sel dessus. Bleu? Tu manges ça bleu? Un steak de même, ouais. Des steaks everyday, là, ça va être saignant, mais un bœuf de Kobe, de quoi de même, là, tu manges ça bleu, man. Tartare de bœuf, t'aimes ça? Ah, j'adore ça. Ouais, c'est bon, c'est incroyable. Moi, tartare de bœuf. Mais je préfère... J'adore, honnêtement, côté sushi, poisson. Je préfère le poisson cru au tartare de bœuf. Ouais. Bœuf, moi, j'aime bien, tu sais, steak, là, qui a une bonne caramélisation sur le dessus, là. Mais il faut qu'il soit rouge, là, un bon saumon cru, là. Il faut qu'il soit bon. Frais. Pas le saumon du Maxi. C'est ça, pas la vieille merde congé du Maxi, là. Non. C'est... Mais... 100%, là, le gros festin là, pour le last meal. Tu t'imagines à quel point tu dois pas avoir faim, tu sais. C'est mon dernier repas. Tu dois être dans cette journée-là. Tu te commandes un gros snack, tu prends 2 frites, mon gars, tu te l'estomac qui doit être gros comme un petit pois. Tu es sur le bord de mourir. Mais j'imagine que c'est soit ça ou... Je sais pas qu'est-ce qui serait mieux, à un moment donné, c'est que tu passes tellement de temps en prison... T'as comme le goût d'un moment donné de mourir, là, tu sais, puis ça prend tellement de temps avant que t'as ta journée que tu meurs. Ouais, quand tu le sais, en plus, ça prend des fois 15-20 ans. Je vais être honnête avec toi pour avoir su justement du monde qui ont fait du gros temps, là, à m'amener, là, ton cerveau déclic, man. C'est comme it's my life. C'est ça ma vie. Puis dis-toi qu'en prison, là, tu sais, le monde dit ça doit être stressant en prison. Tu sais, c'est pas. Si tu fais pas le trouble, tu fais pas de merde, tu te fais pas chier tant que ça en prison. Puis, t'as pas de stress, t'as pas d'épicerie à faire, t'as pas de compte à payer. T'es un enfant à la maternelle. Là. Ouais. T'as des activités
t'es logé, t'es nourri, tu fais pas de vaisselle, tu comprends, t'as rien à faire, t'as rien à t'occuper. C'est pour ça qu'il y a du monde qui sort de grosses sentences, qui sont pas bien dehors parce que il faut que je me trouve un loyer, il faut que je paye un loyer, il faut que je paye un compte, il faut que j'aille un téléphone. Écoute, il y a un gars que j'ai reçu, là, puis il me comptait, là, il faisait sa transition avec un gars qui avait fait une vie, là, puis il y avait un dépanneur juste au bord de la rue de la transition, puis il payait les gars pour qu'ils aillent acheter des affaires au dépanneur. Puis à un moment donné, il a dit, Chris, pourquoi tu dépenses de l'argent à payer les gars pour qu'ils aillent au dépanneur au bord de la rue? Puis c'était une grosse rue, genre style boulevard. Pas traverser la rue. Les chars, ils arrivent, là, tu vois à la vitesse que les chars, ils passent. Le gars, il est incapable de traverser une rue, man. Puis il fait de la prison. Mais ça, c'est, mais tu sais, il n'y a pas de char. Tu comprends-tu? Le gars, ça fait 25 ans qu'il n'a pas vu un char rouler à 30 km/h. C'est un voyage dans le temps. Ouais. Le gars, il n'est pas capable de crier. C'est un chien, il crie, il va me frapper comment? C'est comme si tu prends ton enfant de 3 ans, puis il y a des chars qui passent, puis tu dis traverse la rue. Le gars, il s'entend de même. Voyons, Chris, ben non, on va payer quelqu'un qui va traverser. Je ne veux pas traverser au dépanneur. Mais c'est pour ça que le milieu de la prison, c'est tellement comme un concept qui ne fonctionne pas. Tu sais, parce que il y a un jour que ces gens-là vont sortir ou pas, mais la plupart sortent. Il faut que tu aies quand même une réhabilitation. Aussi que tu passes 10, 15 ans, 20 ans en prison, puis après tu sors, puis comme tu dis, tu as ta chienne de tout. À un moment donné, c'est parce que tu deviens inutile à la société. Là. Je me souviens plus c'est quel pays, les pays scandinaves là, qui l'ont l'affaire, eux autres. Ils sont vraiment axés sur la réhabilitation, mais c'est parce que ça fonctionne au bout de la ligne. Là, les prisonniers, ils sortent de là, ils ont purgé leur peine, mais pendant tout ce temps-là, genre, ils contribuent aussi à la société, mais aussi ils ont comme un suivi psychologique, une réintégration à la société qui est vraiment meilleure que la nôtre. Là. On avait écouté une vidéo sur le podcast la dernière fois, là, des personnes âgées là, qui sont comme dans une espèce de logement à Montréal, puis c'est tout du monde qui sont trop vieux pour travailler, sont sortis de prison, puis sont... Il y a une chance qu'il y a des organismes. C'est ça, il y a des organismes pour les aider parce que sinon ils sont complètement perdus. Là. Ils seraient probablement sans abri. Là, ben, tu vois, il y a deux choses. Avec ce que tu viens de dire, il y a deux choses que je vais te compter. La première, c'est... que j'ai perdu mon fil de ce que je viens de dire, mais en tout cas, pas de compter là. J'ai reçu un gars qui gère la maison Stéphane Fallu. Le gars, au total, il a 24 ans de sentence. Il en a fait 17. Tous des crimes qui sont consécutifs, surtout des vols. Aujourd'hui, le gars, il s'est placé. Il gère la maison Stéphane Fallu. La maison Stéphane Fallu, c'est pour justement des jeunes qui sortent de la DPJ, qui ont 17-18 ans, puis qui ont été encadrés par la DPJ toute leur jeunesse. Puis, qu'est-ce qu'il faut qu'ils se trouvent un appart? Faut qu'ils ils n'ont pas eu d'encadrement. T'sais. Puis une chance que ça existe. Non. Tu as 18 ans, c'est ta fête. Hey, bonne fête, t'as quoi? Ben, t'es libre. Enjoy. Mm-hmm. Mais il n'a jamais eu d'encadrement. Il ne sait pas comment faire un budget, il ne sait pas comment se trouver un job, il n'y a pas de CV. Fait que ça prend des organismes, comme tu dis. T'sais. Ah, puis l'autre, c'est ça, je voulais dire. J'ai un gars que j'ai reçu, il a fini son temps, puis il a regardé sa travailleuse sociale, puis il a fait comme. Mais tu sais, la réinsertion, tout ça, tu sais, on fait lui, il fallait qu'il fasse pour des gestions de la colère, puis tout ça, tu sais, fait qu'il y avait des affaires de même. Il y a de l'école, tu sais, mais il dit, la réinsertion pour nous aider à réinsérer, puis la fille, il a dit, hey, t'es en prison ici, là, pas ici, tu vas trouver ça. Non, mais tabarnak, je vais trouver ça où? Mais que je sorte, comment tu veux, vous me sortez, je suis pas réinséré. Fait que c'est une fois rendu dehors qu'il faut que j'apprenne à me réinsérer. C'est parce que c'est avant que je sorte qu'il faut que j'apprenne ça. Malheureusement... Mais tu sais, c'est parce que ça, lui, c'était au provincial. Le provincial, c'est 2 ans moins un jour. Tu sais. Fait que dès que c'est 2 ans et plus, tu te retrouves au fédéral. Fait que au fédéral, il y a un peu plus justement de gestion pour ça, de réinsertion, parce que justement, c'est du monde, ça fait longtemps. Mais tu sais, quand tu rentres au provincial, fait que c'est des sentences qui vont aller entre 1 semaine et 23 mois, mettons. Là, fait que tu n'as pas le temps de te désocialiser tant que ça en 23 mois, sauf que tu as du monde qui vont se retrouver et qui peuvent faire 20 peines au provincial dans leur vie, mais qui n'apprendront jamais à se réinsérer parce que au provincial, tu n'as pas ça, parce que c'est juste des petites sentences. Oui, mais le gars, ça fait 10 fois qu'il fait des petites sentences. Chris, c'est quasiment 20 ans de prison pareil, là, quand il pense au bout de la ligne. Oui. Ça m'intrigue. Tu as dit... on dirait qu'il y a de l'effet en tout cas. Tu as dit une sentence de genre 1 semaine ou 2 semaines. Qu'est-ce qui peut te donner une sentence aussi court, genre de 1 semaine ou 2 semaines en prison? C'est un vol à l'étalage.
Tu sais, si tu pognes pas. Mettons, t'es un petit vol à l'étalage quand même. Là, tu sais, si mettons, t'es pas. Tu sais, là, je suis pas criminaliste non plus, puis je suis pas avocat. Mais tu sais, première sentence, tu vas avoir des travaux communautaires, tu vas avoir un ticket, tu n'auras peut-être même pas de dossier criminel à la limite. Là, tu sais. Mais tu sais, si t'es récidiviste, quand même, mais tu sais, ça se peut. Ou si, mettons, t'as pogné des fins de semaine, t'as pogné des sentences de fin de semaine, puis là, il y a une fin de semaine, t'as décidé que tu te pointais pas. Bon, ben, c'est fini, fin de semaine, puis il te restait 14 jours à faire. Ben, tu vas faire 2 semaines ferme, puis après ça, ils vont te relâcher. Ça peut être, mettons... J'ai dit ça pour dire ça, en voulant dire que le provincial, c'est de une journée à maximum 2. C'est pour ça que les sentences 2 ans moins un jour, on entend souvent ça, 2 ans moins un jour, c'est pour ça, c'est pour les envoyer dans le pénitencier provincial au lieu de fédéral. Parce que la loi dit, dès que c'est 2 ans, c'est fédéral. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sentences de 2 ans moins un jour. Que tu fais jamais 2 ans, là, tu vas faire ton tiers, parce qu'avant, il y a déjà eu le 6e que Stephen Harper a enlevé à l'époque. Fait que là, c'est au moins minimum le tiers là, que tu fais. Là, ce knowledge-là, est-ce que tu l'as appris tout pendant les podcasts? T'as-tu un background d'études? Ou... Non, pas en tout. Non, mais j'ai côtoyé beaucoup de gens dans le milieu dans lequel j'ai grandi, des amis qui ont fait des in, qui ont fait des out, des in and out en fait. Puis avec le podcast, ben, j'en apprends à chaque podcast. J'apprends de plus en plus comment le milieu carcéral fonctionne, mais c'est un milieu quand même que je connaissais, que j'ai côtoyé via le vécu que j'ai eu là, dans mon passé. Là, fait que, mais non, c'est toutes des choses que... C'est un milieu pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt. J'ai toujours été un fan autant des films de gangsters puis tout ça. Puis j'ai un grand frère, j'ai des mononcles, j'ai des cousins, j'ai des chums. Fait que c'est un milieu que je connais bien. Fait que les connaissances que j'ai viennent de mon vieux vécu ou des vieux chums ou de la vieille famille. Penses-tu qu'il peut avoir une attirance envers ça? Tu sais, mettons, tu dois connaître le jeu GTA. Là. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut attirer les jeunes qui jouent à ça vers la criminalité? C'est quoi ton take là-dessus? Honnêtement, c'est quelque chose que tu as en dedans de toi. Moi, je pense, en tout cas, c'est quelque chose que tu as en dedans de toi. Tu sais, c'est sûr que si c'est quelque chose que tu as en dedans de toi, puis que tu as été élevé à Blainville, à Fontainebleau, dans une maison à 1,6 million avec papa, maman, bisous, fiston, va à l'école privée, ça se peut que c'est quelque chose qui tu vas développer à fumant des petits battes avec tes chums, puis à la limite, à vendre des 0,5 à tes chums quand t'es ado. Là. Mais tu sais, c'est sûr que si tu as ça en toi, puis que tu as été élevé dans un quartier rough, pauvre, où il y avait de la violence autour de toi, ben c'est peut-être un knowledge que tu vas développer plus facilement, donc que tu as ça en toi. Tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que tu as des criminels qui font des petits crimes, puis tu as des criminels qui se retrouvent chef d'une gang de motards, mettons, tu sais. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui avait ça en lui, mais qu'en même temps, il était bright, puis il a su utiliser c'est fou la logistique qu'il y a des fois, puis c'est ça à quel point dans ce milieu-là, il y a du monde vraiment brillant. Moi, j'en connais des criminels, personnellement, des chums qui sont proches. Puis je connais des gars qui ont été sentencés 4, 5, 6 fois. Puis je connais des gars qui sont dans la game depuis bien avant eux autres, puis qui font de l'argent. Puis c'est ça. Qui ont été mis sur écoute, qui ont été filés, qui ont... Ils ont jamais fait poigner. Mais les gars, mais la plupart des gars que je connais qui sont de même, c'est des gars qui n'ont jamais sniffé 1 gramme de poudre de leur vie. C'est ça. Il y a une différence entre être un criminel. C'est parce que tu as beaucoup de gens qui. La consommation puis la prison, là, c'est 90% de consommateurs. Là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve criminel à cause de la consommation. Tu te retrouves à faire des crimes parce que ta consommation te coûte tellement cher qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de travailler parce que tu es tellement défoncé qu'il n'y a plus personne qui veut t'engager. Mais tu as besoin de cash parce que faut que tu te défonces. Puis à un moment donné, il n'y a pas 1000 façons de faire de l'argent quand tu n'as pas de job. Là. Puis tu as besoin de 150, 200, 300 pièces par jour pour te défoncer. C'est là que tu commences à commettre des crimes innocents parce que tu es tellement à un moment donné, tu deviens en manque. Fait que c'est là que tu fais un esti de hold-up avec un couteau de cuisine puis un morceau de tête d'en face qu'on te voit puis qu'on te reconnaît puis que tu as échappé ton couteau en partant puis que tu as tes empreintes dessus. Il y en a de ça, là, tu sais.
Mais le monde qui se retrouve, mettons, comme des gros trafiquants, ça fait la même. C'est du monde qui sont intelligents puis qui travaillent, tu sais. Mais c'est du monde qui avait ça en dedans d'eux autres. Tu sais. Je veux dire, tu peux venir d'une famille aisée, mais t'as ça en dedans de toi et t'as ça en dedans de toi. Tu sais. Moi, personnellement, je pense pas que c'est quelque chose que j'avais tant que ça en dedans de moi, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, intéressé. Tu sais. J'étais un fan de rap depuis que je suis petit cul. Puis, tu sais, je suis un grand frère. Je viens d'un quartier quand même que ça brassait, puis tout ça. Des chums, j'ai commencé à fumer du weed, j'avais genre 12 ans, tu sais. Est-ce que c'est ce qui a créé la personne que je suis devenu aujourd'hui? Peut-être, si j'avais été élevé dans un autre milieu, puis j'avais pas eu de grand frère, est-ce que j'aurais fait toutes les choses que j'ai faites dans ma vie? Tu sais, ça, c'est chacun. Mais je pense que peu importe dans le milieu dans lequel j'aurais grandi, je pense que j'aurais eu une fascination pour GTA, qui est à peu près le seul jeu auquel moi je joue, parce que ça regroupe tellement de choses. J'étais un fan de char, j'étais un fan d'action, j'étais un fan de mafia, puis tout ça, tu sais, je veux dire, des films comme, tu sais, les films sur tous les gangsters, puis, tu sais, Scarface, puis tout ça, tu sais, Casino, c'est des films que je me retape une fois ou 2 ans, quasiment, parce que c'est des histoires que je trouve intéressantes, que je trouve le fun, mais je pense pas parce que tu triples là-dessus, ça fait de toi un criminel. Tu sais, je me considère pas comme un criminel. Est-ce que j'ai déjà commis des crimes? Oui, mais j'ai jamais été un criminel de carrière, moi. Là. Tu sais, j'ai fait des affaires plus parce que j'avais les opportunités de les faire. Là, tu sais, je te dirais que c'était là. Ah ben oui, pourquoi pas, tu sais. Mais je suis pas un criminel de carrière, même si je m'intéresse à ça, tu sais. Puis aujourd'hui, zéro pin bar, même si on m'apporterait sur un plateau d'argent une passe, impossible de me faire pogner. J'ai zéro intérêt avec la vie que j'ai aujourd'hui. Femme, enfant, je suis tranquille, je me fais pas écœurer par personne. Je pense que, tu sais... ben, je dis ça, en tout cas. J'espère que j'aurais assez j'aurais assez de guts pour dire non. Je serais capable de moi-même m'auto-convaincre de dire non, mais écoute. Puis la vie de criminel, c'est comme... Je sais pas, un 9 à 5, là. On dirait que tu t'es tout le temps là-dedans, là. C'est comme un job 24 heures sur 7. C'est stressant, man. Tabarnak, ça doit, là. Puis tu t'en en regardant dans je connais pas un gros tannant. Je connais pas un gros tannant qui dort sur ses 2 oreilles 9 heures par nuit sans médication ou de quoi de même. Ouais. C'est du monde stressé, tu sais jamais, là. Ça cogne chez vous, puis t'attends personne, là. Tu fais, OK, c'est peut-être là. À chaque fois que ça cogne chez vous et tu n'attends personne, tu ne sais pas. Chris, t'as un char blanc qui te suit. Si tu fais 3 fois tu tournes à droite, le même char blanc tourne 3 fois à droite, OK, je suis suivi. C'est tout le temps dans ce mindset-là. Je pense à ça quand il y a un char qui me suit juste un peu, puis j'ai jamais commis un crime. Ben, je tourne 3 rues, puis il y a un char qui me suit, je regarde au calice. C'est là que je passe. C'est ton ami qui te suit. Ce que je trouve déplorable aujourd'hui, comparé, mettons, tu sais, moi, je parle de mon époque parce que j'ai 42 ans, fait que j'ai grandi dans les années 80-90. Je trouve que la glorification du crime est trop présente sur les médias sociaux, dans la musique. J'étais un fan de gangster rap. Là. C'est à peu près ce que j'écoute. J'écoute pas beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui, mais j'étais un grand fan de gangster rap. Le premier album de rap que j'ai acheté dans ma vie, c'était en 93. Il s'appelait Back the Fuck Up de Onyx, qui est encore aujourd'hui un de mes albums préférés. Mais aujourd'hui, c'est tout. C'est l'argent vite, l'argent facile, le bling. Je trouve que c'est très, très mis de l'avant. Est-ce que ça fait qu'il y a des jeunes qui voient que c'est ça puis il n'y a rien d'autre? Mm-hmm. C'est sûr, les gangs de rue, ben, ça aide pas aussi. Ça prend beaucoup d'ampleur. Puis, flasher, moi, je veux dire, dans le coin où j'ai grandi, tu en avais 1 ou 2 gars que tu voyais qui avaient un gros char puis 3-4 bagues, là, tu sais. À cette heure, tu vas te promener dans certains quartiers, man. Les gars, ici, on pourrait des chaînes à 10 000. Ils sont 8 sur le coin de la rue, puis à leur 8, il y a à peu près pour un demi-million en or sur le corps. Ça donne envie aux jeunes aussi. C'est de plus en plus visible, surtout avec les médias sociaux et tout ça. Ouais. Ça. Mais c'est ça, je vais te poser la question. Sur Netflix, il y a 1 an ou 2, là, quand il est sorti j'allais dire le documentaire, mais la docu-série sur Jeffrey Dahmer. Tu sais, parce que oui, quand il y a un pas pire débat sur est-ce que ça devrait avoir lieu, ce genre de série-là, ou est-ce que c'est quand même. C'est un meurtrier qui a été romantisé. Là, Ouais, mais pour moi, Jeffrey Dahmer, c'est pas un criminel. Je sais pas si tu comprends.
oui, il a commis des crimes, mais pour moi, c'est pas un criminel, c'est un psychopathe, là, tu sais. Ouais. Puis c'était une histoire qui était très connue, qui a été très médiatisée. Tu sais, le monde disait, tu sais, la raison, je pense pas que ça va donner l'idée à du monde de commettre le même genre de crime. Je pense que la polémique qui était alentour de ça, c'était surtout le côté où ce que de glorifier ce gars-là vu les actes qu'il a commis, tu sais, et de pas mettre plus l'ampleur sur les victimes. Tu sais, il y a eu le film il y a plusieurs années, peut-être mi-des années 2000, sur la tuerie de la Polytechnique. Ouais. Tu sais, je pense qu'on a vu le meurtrier une fois quand il se regardait dans le miroir. Fait que, tu sais, c'était vraiment implanté sur les victimes, ce qu'ils ont vécu. Fait que, de l'autre côté, tu te dis, ben ça avait-tu plus sa place que ça, tu sais? Ça reste, c'est une histoire vraie. Donc, ce que ça mérite d'être raconté, moi, c'est une série que j'ai regardée puis que j'ai aimé regarder. Pas d'aimer, c'était carré, le gars, c'était pas cet angle-là. Tu sais. C'est la fascination souvent qui revient. Tu sais, Ben, c'est ça. Puis, tu sais, si tu regardes les films de criminels, les films de gangsters, puis tout ça, là, tu sais, on va parler de Casino, on va parler des Affranchis, on va parler de Scarface. Finis-tu bien tant que ça pour les criminels, ces films-là? Ouais. C'est assez rare que ça finit, puis il vécu heureux et il a eu plein d'argent, puis il s'en est sorti. Fini avec une balle dans la tête. Tu sais, si tu comprends, tu sais, fait que c'est assez rare. Fait que, tu sais, ces films-là, en même temps, oui, ils démontrent, mais ça existe, c'est là, ça fait partie de notre société, tu sais. Fait que, tu sais, ça existe pour vrai, puis ça se passe comme ça, puis on nous le montre. Est-ce que ça existe, embrasser une fille puis le vécu heureux pour le restant de les jours puis ils vivent dans un château? Ça n'existe pas, ça. Est-ce que ça fait que les petites filles deviennent connes parce qu'ils regardent ces films-là quand ils sont jeunes? Mm-hmm. Tant qu'à là, moi, tu sais, le monde qui dit j'ai des jeux vidéo violents, ça te rend violent. Ah, ben, OK, parce que mes filles regardent Blanche-Neige, ils vont finir connes puis ils vont penser qu'il y a un prince charmant, ça existe sur un cheval blanc, puis ils vont vivre dans un château sans travailler pour le restant de leur jour. Je pense pas, là. Mais c'est ça, j'ai tout le temps l'impression que c'est comment que les gens ils perçoivent ce genre de contenu-là. Comme au bout de la ligne, c'est quoi la vie globale de ces gens-là que je suis comme, ça me déçoit tout le temps. L'affaire de Jeffrey Dahmer, je suis là, ouais, on tabarnak, c'était pas... C'est pas de le romantiser puis non plus de le rendre populaire. Là. Aussi que là, c'était comme rendu comme une tendance sur les réseaux sociaux de comme Mais tu veux, là, moi, il est chaud pareil, Jeffrey Dahmer. C'est comme c'est tout le temps dans cette espèce d'angle-là où est-ce que ça me déçoit. C'est jamais vraiment le contenu. C'est comment que le monde il le prenne. Ouais, c'est souvent le public en fait qui change qu'il faut l'intention du message. Tu sais, moi, ce que j'ai retenu de ces épisodes-là, c'est à quel point la police a crissement mal fait sa job. Là. Quand il est avec un adolescent de 14 ans qui a semi-lobotomisé lui-même, mais parce que c'était un Asiatique, puis lui, il était blond aux yeux bleus, puis t'avais le racisme. Puis c'était les deux filles qui disaient « Voyons, monsieur l'agent, ça n'a aucun sens. » C'était deux femmes afro-américaines. Moi, c'est plus ça que je retiens de ça. C'est à quel point, ils n'ont pas mis juste l'angle sur « Hey, Jeffrey Dahmer, check ça, comment il était beau, puis il était charismatique. » C'était plus ça. C'était un psychopathe qui était pas bien, puis la police, ils ont eu maintes et maintes fois des chances de l'arrêter, puis... c'est plus cet angle-là, moi, je trouve qu'il est intéressant. Parce qu'ils ont touché à tout, ils sont allés large là-dedans. Puis moi, je pense que c'est une série, moi, personnellement, que j'ai apprécié. Mais quand tu dis aussi c'est le public, en tant qu'humoriste, parce que aussi je suis humoriste, et non un spécialiste du milieu carcéral. Non, mais c'est génial. Mais, on va faire une joke, mettons, moi j'ai une joke, je ne vais pas la compter parce que c'est une de mes jokes préférées puis qui marche beaucoup sur scène. Allez l'écouter. Mais c'est une blague. Si je fais ma prémisse, si tu n'entends pas le punch, si tu écoutes juste la prémisse, je suis homophobe et raciste. Si tu n'as pas le punch, tu comprends? T'sais? Puis quand je fais le punch, s'il y a des blacks dans la salle, man, ils sont pliés en deux, ils sont plus capables, tu sais. Puis la plupart du temps, quand je fais ce gag-là, puis il y a du monde qui sont offusqués, ils sont blancs. Tu comprends? T'sais? Fait que souvent, le monde qui vont s'offusquer pour des affaires, c'est jamais le monde touché. Moi, j'en connais des handicapés, puis j'ai des grosses jokes assez trash sur les handicapés. Les handicapés, ils trouvent ça tordant. Puis le monde qui sont offusqués, c'est du monde qui ont leurs jambes qui fonctionnent super bien. Là, fait que, c'est souvent ça aussi. C'est un concept bizarre. Puis moi, c'est ce que j'ai puis pour citer quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, Mike Ward, qui, à l'époque, là, t'écoutais à la TV puis il y a quelque chose qui te choquait, il fallait que tu prennes une feuille de papier, que tu l'écrives, que tu applies
te mettre dans une lettre, t'allais acheter un timbre, puis ta poste, t'étais pas content. Fait qu'il recevait une ou deux lettres de plainte ou 3 téléphones. T'sais. Là, à cette heure, t'écris. J'ai vu quelque chose passer sur mes réseaux, sur l'émission de Martin et Matt. Il y a son numéro show, tu sais. Dans mon feed Facebook, le gars, il écrit « J'ai écouté la première émission de Martin... » Il comparait l'émission de Martin et Matt puis l'émission de Marc Labrèche, qui sont deux personnes hyper comiques qui ont un show à télé, pas sur la même... Puis là, il chie sur le show de Martin et Matt, puis il dit « Moi, je vais écouter le show de Labrèche à la place. » Mais on s'en calisse, man, de ce que tu penses, de ce que tu écoutes, toi. Je n'ai rien à... Moi, j'en écoute des affaires TV que j'aime pas, man. Je fais quoi? Change de poste. Ça se peut, je disais à ma femme, calisse que c'est as-tu l'icône, la fille dans OD? Sacrément pas capable d'écouter cette émission-là, j'ai envie de lancer de quoi dans ma TV. Ouais. Mais je vais le dire à ma femme qui est à côté de moi, puis je vais changer de poste. Ouais. Je vais pas aller sur hey, t'as-tu vu la fille dans OD que les t'as refait à quel point elle a l'air d'une conne? Man, qu'est-ce que ça calisse au monde, ce que toi tu penses de telle personne puis de telle émission? As-tu vu ce humoriste-là, ce gag-là? C'est-tu qui était mauvais, man? C'est-tu quand il a fait son. Hey, le gars, il arrête pas de renifler quand il. Hein? Pense-les, puis dis-le à ta femme, puis le reste du monde, on n'a rien à calisser de ce que tu penses. Mais ça me rentre pas dans la tête, ce genre de personnes-là, de tout ce qui passe, un commentaire qui passe dans leur tête, ils regardent une émission ou quoi que ce soit, faut qu'ils l'écrivent, faut qu'ils... Puis jamais en face, ils vont te le dire. Jamais. Moi, j'ai reçu un commentaire, tu parlais de hate, puis de mauvais commentaire. J'en suis, j'ai reçu un, puis tu sais, un complimarde. Tu sais, le gars, il fait comme... Et ça commence par hey, ton podcast, il serait vraiment meilleur si tu fermerais ta gueule des fois. Je fais comme OK. Puis là, un petit texte, finalement, j'adore ton podcast, continue, lâche pas. Il dit faut pas que tu le prennes négatif. J'ai répondu au gars, man, si tu veux pas que je le prenne négatif, commence pas à faudrait que tu fermes ta crise de gueule des fois. J'ai comme c'est sûr. Ouais. Tu sais, à la limite, écris-moi ton podcast serait meilleur si tu fermerais ta gueule, va te mettre dans la boîte des encore là, je te délite, je te bloque, il n'y a rien à foutre de ce que tu penses. Mais après ça, tu me fais comme un compliment après m'avoir chier de la merde dessus. Je fais comme, tu sais, mais tu sais, je reçois un message, tu sais, hey, fais attention à l'ajustement de tes micros, tu sais, t'as une voix qui porte, puis des fois, des gens que tu reçois qui parlent un peu loin ou qui parlent moins fort, fait que ça clash, tu sais. Je fais, c'est vrai. C'est super de bons commentaires. Mais moi-même, je l'ai remarqué, mais gars, là, il est sorti, mais je vais faire attention. Tu sais, c'est déjà arrivé, j'ai déjà poussé le micro à quelqu'un. Je l'entends, c'est moi-même qui le fait le montage, mais l'épisode est tourné, puis je peux pas le monter, son micro, il est pas là, tu sais. Mais c'est correct, si tu m'écris ça, puis c'est un bon commentaire, mais tu sais, si tu m'écris, hey, franchement, c'est monté comme de la merde, vos sons, c'est de la crise de merde, c'est intéressant ce qu'il dit, mais toi, tu parles ben trop fort, tu devrais fermer ta gueule. Hey, pourquoi, man? Dis-moi que t'aimes. Tu sais, tu comprends? Je comprends pas. Moi, si je t'écris personnellement du hate, c'est parce que tu as parlé de moi ou tu me dis quoi, ou tu sais, c'est comme. Si j'aime pas ce que tu fais, je vais juste pas l'écouter, man. J'achète un album, mettons, d'un artiste que j'adore. Puis j'écoute l'album comme Chris, pas le meilleur album que t'as fait, man. J'ai préféré l'album d'avant. Ben, c'est à moi que je l'ai dit, man, puis je vais moins écouter cet album-là. Je vais le réécouter 2-3 fois. Moi, peut-être des tracks que je vais préférer, puis je vais skipper une couple de tunes quand je vais écouter ton album, mais je vais pas t'écrire. Ouais, j'ai écouté ton album. L'autre d'avant, t'as vraiment même. Ça t'apporte quoi? Ben, puis un exemple que je peux donner, là, quand on a sorti le podcast avec Danny, là, le monde qui est en tabarnak, puis après on est comme, t'as-tu écouté le podcast? Non, mais là, tu sais. Ah non, ça c'est comme. Ah, mais ça, tu bloques delete, man. T'as pas de vie, trouve-toi une vie. La famille, tu sais, l'histoire de Danny, c'est quand même une histoire quand même très précise, très pointue. Tu sais, honnêtement, moi, je vais le recevoir, puis si la famille m'écrit puis me shoot de la merde, je vais juste pas répondre, puis je vais juste comme, tu sais. C'est ça qu'on a fait. Ben, je pense qu'on n'a pas répondu. Hein. Bloc d'élite, tu sais, mais je vais comprendre, tu sais. Mm-hmm. Je vais pas, mais tu sais, c'est assez rare. Très rare. C'est déjà arrivé, mais c'est très rare que je vais répondre. Quand j'ai commencé l'humour au début, c'était une affaire qui me faisait super peur. Puis j'en ai eu au début, là, tu sais, moi, je serais du genre, hey, Big, t'es un gars, tel coin de rue, telle heure, puis viens me le dire d'en face. Viens, dis-moi-les. Tu trouves que je suis un trou de cul, t'as mangé de merde. Sors en arrière de ton clavier, puis viens me le dire. Si t'as le gars, moi, je vais te respecter, mais je vais pas te sauter dessus. Tu peux, je t'envoie chier. Mais si ce que tu es capable d'écrire, moi, c'est tout le temps ça. Avant d'écrire un message à quelqu'un ou d'écrire quelque chose, tu sais, comme le gars, je te parlais de l'histoire de Martin Matt. Si tu croises Martin Matt dans la rue, tu es capable de le regarder dans les yeux et de te dire, hey, j'ai regardé ton roux vraiment de la marge, je trouve que celui de la broche est vraiment meilleur. Le tien, je l'écouterai plus, moi, écouter le tien.
Si tu es capable de le voir, de le croiser, de le regarder dans les yeux, puis de dire, va te trouver aussi calme parce que. Mais au moins, il m'a te respecté un peu d'avoir eu le gars de le dire en face à la personne, pas derrière ton esti d'écran, derrière de ton clavier. Ça, moi, j'ai aucun respect pour ça. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour, d'ailleurs? 5 ans. 5 ans, je me suis lancé là-dedans. Ouais. Encore fresh, là. Encore fresh. La scène, ça date, là, parce que moi, j'ai un background de rapper. J'ai fait du rap pendant des années. Okay. J'ai fait des battle rap. J'avais lâché la musique quand les... C'était quoi ton nom de rappeur? LB. LB. Quand les Word Up ont popé, ça m'a donné comme un petit kick. Fait que j'ai fait une coupe de battle. Puis moi, j'ai participé à une émission il y a une couple d'années qui s'appelle Lowrider Montréal. Dans le fond, moi, j'étais un gros fan de Lowrider. J'ai eu des Lowrider une bonne partie de ma vie. J'ai été dans un club de Lowrider pendant 14 ans. Puis on a été suivi par une équipe de télé pour Z-Télé pendant tout un été. Puis on avait été chercher un rappeur français qui s'appelle Sofiane à l'aéroport. Oui. Tu l'as vu? Ouais. Puis c'est ça, on avait été chercher Sofiane. J'ai un de mes chums qui s'appelle Momon, qui est un rappeur québécois aussi, qui faisait la première partie de Sofiane. Fait qu'avec des lowriders, on est allé chercher Sofiane à l'aéroport en lowrider, puisqu'en Europe, en France, il y en a à peu près pas. Là, fait que il a bien gros trippé. Puis j'avais proposé aux gars de l'émission de faire une toune Lowrider Montréal. Ils sont venus en studio, puis dans ma tête, je commençais l'humour, puis dans ma tête, c'était clair, net et précis. C'était la dernière fois que je rentrais en studio faire une toune normale. Mais tu dis peut-être un jour, je ferais des tounes humoristiques. Puis là, Doug et Jeff sont sortis les Rapper Push. Je fais comme, hey, gars, ils le font, puis ils le font super bien. C'est leur créneau maintenant. C'est leur créneau. Je l'ai fait une fois sur scène là, au Gang Show là, pour m'amuser là, avec une fille. On a fait un groupe de rap. Là, parce que j'étais comme, ok, je vais le faire. Puis Gang Show, moi, je fais des stunts, je fais des V1, je fais plus de stock rodé parce que je veux pas que tout mon matériel se retrouve sur YouTube. Personne va acheter des billets, mais je chante mon show. Fait que c'est ça. Puis, mais l'humour, ça a toujours été en moi. Ça a toujours été une passion que j'ai voulu faire. Quand j'ai commencé à être connu un peu à cause du Gang Show, j'ai quelqu'un avec qui j'étais en 6e année qui m'a écrit sur les réseaux. Puis il a fait « Hey, j'ai retrouvé quelque chose, je vais t'envoyer ça. » Puis c'était notre cahier de finissant de 6e année. Puis j'avais 12 ans. Puis c'était écrit à 12 ans, plus tard, je vais être humoriste. T'sais. Fait qu'à 12 ans, c'était un rêve de petit cul. Puis quand j'avais 12 ans, là, on parle de 1993, genre. Fait que c'était pas l'humour que c'est aujourd'hui. Là, moi, j'étais un fan de Michel Courtemanche. Puis j'ai réalisé un rêve cet été en participant à un numéro avec lui sur son gala Comédia cette année. Puis tu vois, moi, ça fait 17 ans que j'étais avec ma femme, puis ça faisait au moins 12-13 ans quand les premiers En route vers mon premier gala ont sorti, que je disais « Hey, toujours voulu faire ça, toujours voulu faire ça, toujours voulu faire ça. » Puis quand Sous-écoute est sorti, commençait de tourner au bordel, j'écoutais les Sous-écoutes, j'écoutais les humoristes parler du milieu de l'humour, puis je peux pas croire que j'ai toujours voulu faire ça, puis je l'ai pas fait. Puis ça a donné que ami d'un ami, Dave Morgan, qui est un humoriste qui est à Radio Énergie aujourd'hui, qui a un gros podcast. Ben, je sais pas si le podcast existe encore, c'est le Jam à Morgan. La star, il fait des shows et tout ça avec ça. Puis, fait qu'on se connaissait un peu. Fait que j'ai écrit quelque chose, j'y ai montré. Puis, il m'a booké un premier show open mic au bordel. Je me suis dit, hey, je l'essaye. Puis, ça a bien été. Puis, j'ai juste continué. J'ai fait des ateliers d'écriture humoristique, puis tout ça. Puis, j'ai trouvé un peu ma voix. Puis, moi, c'est dans un mood de c'est une carrière, je sais pas, man, j'ai du fun, je le fais. C'est une passion, j'ai du fun, je le fais. C'est sûr que plus les années avancent, plus c'est sûr que je tasse certains shows, des open mic, j'en fais moins, tout ça. Je me sens plus à l'aise de faire des soirées rodage qu'on appelle. Parce qu'avant, j'avais de la misère à tester du stock. Là. Je voulais juste être bon quand le monde allait me voir. Fait que là, mettons sur un 15 minutes, hey, je vais essayer un nouveau 5 minutes. Puis si c'est pas bon, ben sur 15 minutes, j'aurais été poche pendant 5 minutes. Puis j'aurais été drôle pendant 10. T'sais. Fait que j'ai rendu avec. Je suis à l'aise là-dessus. Puis là, je commence des headlines, des 30 minutes, tout ça. Là, je veux sortir mon show en 2024, là, mon heure à moi. Puis ça. Mais encore là, je le vois pas comme un travail encore. Je le vois encore comme un sideline. Est-ce qu'un jour, ça va devenir mon revenu principal? Je le sais pas parce que je suis quelqu'un qui trippe tellement sur l'humour. J'aime ça avoir du fun quand je fais des shows. Puis plus ça va, plus des shows que j'ai l'impression que ça va être comme pas sûr que ça va être le fun, pense que ça va être un peu de la merde, ça a l'air un peu broche à foin. J'aime autant mieux passer mon tour puis cracher sur un cachet si je sais que j'aurai pas de fun. Mm-hmm. Comme en fait, semaine, je vais en faire un show bénéfice où je ne serai pas payé, mais je vais en faire 30 minutes pour ramasser des fonds pour une cause qui me tient à cœur, puis je sais que ça va être plein de monde puis que ça va être le fun.
je le fais parce que ça va être le fun. T'as quoi une espèce de liberté que t'es pas obligé de tout faire ce qui c'est ça. Moi, je suis pas obligé. Je parlais avec un humoriste à un moment donné, on était sur une gig qui était super le fun, mais le gars, il était brûlé, puis il partait genre pour l'Abitibi le lendemain matin. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas vu son gars. Il dit, mais pourquoi t'es ici, man? Il dit, ma thermopompe a pété, j'ai pas le choix. Fait que, il faisait pas le show parce qu'il tentait de venir faire le show. Je comprends, à un moment donné, ça devient un job, je comprends, mais ça, il tentait pas. Vraiment. Puis c'était 2 shows back-to-back. C'était 2 shows en 2 jours. Le même pacing dans 2 bars différents, mais le même propriétaire, dans le fond. Fait que je suis comme, est-ce que à quel point ça me tente pas de finalement, ma passion devienne, ça me tente pas, mais un esti de corpo, ça va être de la merde, il me paye 2000. Bon, ok, peut-être rendu là, je vais faire pareil, puis il va me faire penser dans ma tête que. Mais tu sais, c'était pas la gig la plus payante, le gars a fait, mais que ça a tombé, que c'est ce que ça allait coûter réparer cette thermopompe. Fait que ça ne tentait pas, puis il n'y avait pas besoin énormément de ces shows-là parce que seulement ils sont en Abitibi, mais c'est de l'extra pour réparer ma crise de thermopompe. Je sais pas. J'espère que ça m'arrivera pas, puis j'espère que je vais être capable de me garder juste des gigs le fun. Ça prend une fois de temps en temps, ça prend un show de marde pour te ramener pieds sur terre. Parce que ça va toujours bien, tu finis par être un peu poche ou moins travailler tes affaires. Quand tu as un show, tu fais 15 minutes. J'ai vécu la semaine passée. J'headlinais, c'est un open mic, je fais plus, mais j'headlinais l'open mic. Fait que c'était tous des open micers, puis moi je faisais un 10 minutes. Les open micers faisaient un 5 minutes, moi je faisais un 10 minutes. Écoute, ça a pas marché. Les open mic ont tous plus marché que moi. Moi, j'allais tester un nouveau 10 minutes, mon gars, ça a pas marché. Je sortais de là en disant, ouais, ça, faut-tu le travailler en esti, ce number-là, ça rentre pas partout. Puis c'est un number que j'avais déjà fait à des places, que je retravaillais. Fait que j'avais du stock que je savais que ça marchait, que ça avait marché à d'autres places. Puis Chris, l'année passée, ça a pas marché, fuck all, man. Fait que là, ça te ramène les pieds sur terre en disant, Chris, faut que tu travailles. T'es pas si bon que ça, mon chum. Ouais, continue, tu sais. Fait que, mais tu sais, ça me tente plus d'en faire 3 par semaine, des choses de même. Une fois de temps en temps, ça me regrande. Ça fait comme, OK, c'est bon, mon chum, là, va t'asseoir devant ton ordi et retravailler un peu tes shit. Là, fait que, tu te sentais comment la première fois que tu as fait le gang show? Tu disais que tu étais habitué de la scène, fait que tu n'étais pas. Honnêtement, j'avais déjà quand même une couple d'années d'humour dans le corps quand j'ai fait le gang show. Le premier, honnêtement, j'étais pas stressé parce que, écoute, j'avais 3 minutes à faire. C'était pas filmé à l'époque. Mon premier gang show, il n'est pas filmé. Au début, c'était pas filmé le projet. Là, fait que puis je suis arrivé, puis le gang show à la base n'avait pas une bonne réputation auprès des humoristes parce que les 2 gars, surtout Charles, qui est reconnu pour être un gars qui aime bien se foutre de la gueule des open micers. Puis c'est un roaster dans la vie. Puis je pense que le monde, ils le savent sur le gang show. Puis moi, j'entendais comme Chris, va pas faire ça. Mais les gars, ils se sont juste fait un show pour bitcher des open micers, là, tu sais. Puis moi, je suis allé. Ils le font en vrai, au moins. Ouais, mais tu sais, moi, je suis allé enfant. Ben, gars, si leur but, c'est de roaster des open micers qui se plantent, mais je leur donnerai pas la chance de me planter, tu sais, je vais arriver. Puis écoute, c'était 3 minutes, puis j'avais assez de matériel. Je savais, écoute, avec mes jokes d'intro sur mon casting, c'est comme, je suis arrivé, mais j'ai tout pris mes meilleurs gags, j'ai pris 3 minutes de toutes mes meilleurs jokes que j'avais, puis je les ai ramassés ça dans la face, fait comme de fait, ils m'ont pas gagné. La deuxième fois que je suis allé, j'étais un peu nerveux, mais pas tant, puis tu vois, je me suis fait gang genre 2 minutes et demie à cause d'un jeu de mots. Ah, les fameux. Mais plus je fais le gang show, plus je suis stressé. Parce que justement, là, j'ai acquis une certaine notoriété dans le gang show. C'est filmé, c'est vu. Je sais que je vais arriver avec un show, que je vais vouloir vendre des billets. Là, j'ai le podcast. Tu rentres, puis t'as le monde qui dit puis en plus, là, c'est que les premières fois que j'y allais, c'est que j'y allais avec du stock rodé, que je savais qu'il marchait, que ça faisait 2-3 ans que je faisais, puis que ça marchait, puis je savais que c'était du solide. Mais là, plus j'y vais avec du nouveau stock. Là, c'est des V1, c'est des stunts à chaque fois. Là. Fait que je ne l'ai pas testé, ce stock-là. Là. Fait que c'est à moi de dire, ben, j'ai l'impression que c'est drôle, fait que j'espère. Mais encore là, j'y vais avec un stress parce que je suis un gars de performance. Il faut que je performe dans la vie. Moi, quand je vais faire un show d'humour avec une gang, dérange pas de pas être le plus drôle. Il y a hors de question que je sois le pire de la gang, par exemple. Tu comprends, j'ai cette mentalité-là. Fait qu'au gang show, puis plus ça va, puis il y a souvent du monde, au gang show, c'est assez rare que je vais être le pire de la gang. Puis il y a du monde, c'est la première fois qu'ils montent sur scène, qui vont faire le. Il y en a des affaires. Il y en a que ça fait peur. T'sais, moi, j'ai été comme juge une fois, puis j'ai été. Écoute, tout le monde a été excellent. Je pense qu'on a gagné une personne sur tout le monde qui sont passés avant. J'étais quand même content parce que ça me tentait pas. J'étais comme en même temps, Chris. T'as-tu gagné la personne? C'est moi qui l'a gagné, la personne. C'est moi qui ai pris à ma gueule qui l'a tapé. Non, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça.
en même temps, j'y vais avec un stress de dire, Chris, j'ai une certaine notoriété, mais en même temps, la notoriété que j'ai au gang show, ça fait qu'ils font juste dire mon nom, puis le monde sont contents. Puis ils font fait que tu sais, je sors des fois de là, je fais comme, le monde, ils m'ont donné. Ce que le monde m'a donné, ça valait pas ça. Okay, mais tu sais, tu comprends, c'est juste parce que c'est moi, le monde sont contents que ce soit moi. Tu sais, je suis comme la place que je suis comme petite vedette au gang show. Fait que tu sais, j'ai comme. En même temps, je me dis, hey, Gassi, il me gagne, man. Rendu là, j'ai fait mes preuves au gang show. Là, tu sais, je l'ai fait 12-13 fois, je pense. C'est comme. Si je me plante, puis c'est plate parce que c'est filmé, puis j'ai comme une certaine notoriété de monde m'écrire, hey, je t'ai découvert au gang show, c'est fucking bon ce que tu fais, j'adore ça. Puis, ouais, pas tout le temps, finalement. Mais écoute. C'est part of the game. Mais la scène me stresse pas. Comme je te dis, j'ai fait comédia. Mais c'est sûr que c'était pas mon matériel. Je participais à un numéro, fait que j'étais arrivé, je faisais un personnage. Le personnage était écrit, mes lignes étaient écrites. J'étais devant 2500 personnes, mais j'étais tellement focusé, puis j'avais tellement des gros noms avec moi sur la scène. J'étais zéro nerveux, j'avais juste hâte que ça se fasse. C'est une autre histoire si j'arrive, puis il faut que j'aille faire un 10 minutes devant 2500 personnes sur un comédia dans le Grand Théâtre de Québec. Là, je risque d'avoir un stress, mais encore là, ça risque d'être un bon stress le fun. Moi, c'est tout le temps un... J'aime ça quand j'ai de line parce que c'est moi qui close la soirée, je vais faire un 30 minutes, puis en même temps, tout le long, je suis là, ah ouais, c'est long, ah ouais, j'ai hâte, ah ouais, c'est comme. Fait que tu sais, mais j'ai pas le stress, j'ai pas la nervosité, tu sais. Puis gang show, c'est rendu une famille, c'est comme. Tu sais, j'ai déjà allé une fois, puis j'ai fait exprès de me faire gang, parce que j'étais pas supposé, j'étais pas sur le show, j'étais allé faire WhatsApp au gars, j'étais à côté du bordel un mercredi soir, je suis rentré juste faire WhatsApp, et on a un show que tu veux-tu venir? J'ai fait des liners que j'avais déjà testés puis qui ne marchaient pas. Fait que je suis monté en leur disant je fais des liners que j'ai testés puis ils sont pas bons. Puis c'est ça que j'ai fait comme raison. J'ai été gang, c'était de la merde. Fait que je m'en coulissais là, tu sais. Rendu là, c'est plus c'est du fun puis c'est des stunts. Là, mais toi, quand tu as été juge au gang show, t'as-tu de la misère à comme. Parce que ça fait partie du show, là, de roaster le monde qui se font gagner. Même ceux qui sont pas gagnés, ils se font roaster. Ça l'arrive. J'aurais pas eu de misère. J'en ai écœuré un peu parce qu'il faut que tu t'attendes, puis c'est ça. Puis le roast en moi, comme je te dis, j'ai fait des rap battles aussi. Fait que le roast en moi. Puis écoute, je te dirais que la personne qu'on a gagne, qui était la dernière sur le show, pas sur le show, mais sur mon show en moi, c'était Phil Leroy, le deuxième juge. Puis c'est lui qui passe en deuxième. Mais je sais pas, c'était pas le genre de personne que j'étais pas à l'aise d'y rentrer dedans, tu sais. Puis c'est pas quelqu'un, mettons, tu sais, je serais plus à l'aise, mettons, avec un gars que, tu sais, je connais ou que j'ai vu une couple de fois au gang show qui s'est planté 3-4 fois puis qui se replante une autre fois devant moi, qui aurait été capable. Mais une personne comme ça que je connais pas puis qui c'était très dur, là, ce qu'elle a fait, là, puis ça rentrait pas du tout. Fait que déjà, la personne tu voyais qu'elle n'était pas satisfaite pantoute, fait que je me voyais mal, il rentrait dedans, fait que ça avait plus été des commentaires constructifs, mais tu sais, écoute, j'y vais de mémoire, là, parce que je ne l'ai pas réécouté honnêtement l'épisode, mais tu sais, il y a 2-3 clips qui ont été faits quand j'étais juge, qui ont mis sur TikTok, puis c'est ça, j'ai eu des échanges, j'en ai écœuré un, à un moment donné, il y a un gars qui parlait du monde qui, je pense que le gars, le numéro sur le fait qu'il était végétarien, puis il m'a écœuré le monde qui mange de la viande, puis les gym dudes, j'ai comme Chris, parce que moi, man, manger ce repas de viande par jour, puis j'étais un petit gym dude, je taillais mon tabarnak, tu sais. Fait que, mais tu sais, roasté, j'ai pas de trouble avec ça, moi, au contraire, là, j'adore ça. Je me suis fait appeler il y a pas longtemps. 2 jours de préavis pour faire un roast battle. T'sais. J'ai eu 2 jours pour roaster quelqu'un que je connaissais à peu près pas, que j'avais croisé 2-3 fois, que j'avais jamais vu sur scène. On s'était déjà vu dans des shows d'humour, mais je l'avais jamais vu sur scène. Puis, ouais, j'étais allé et on a eu du gros fun finalement. Là, fait que, non, le roast, c'est comme une deuxième nature chez nous. Ouais. Dans ma famille, c'est moi, mon père, mon frère, tu nous mets ensemble, t'as l'impression qu'on saillit, mais dans le fond, c'est juste de l'amour. Là, ben, c'est que des fois, il y en a là, des candidats qui se font roast solides. Là, t'es comme, c'est comme ils viennent de se planter devant tout le monde, puis après ils viennent de se faire ramasser. Mais Léo la bonté, Charles. Ah, ouais. Mais tu sais, il y a du monde qui se font ramasser. Je dire, en général, les gars, ils vont ramasser du monde qui ont l'impression qu'ils sont capables de se faire ramasser. Puis en même temps, si tu vas au gang show, puis tu peux pas chier sur le fait que c'est fait ramasser, là. Si tu vas au gang show, minimum, écoute-les, puis faut que tu saches à quoi t'attendre un peu. Là, moi, je me souviens, la deuxième fois que j'étais allé, j'avais été gang, mais je m'étais préparé des jokes, déjà ces juges, tu sais. Puis écoute, je pense j'ai fait 2 minutes et demie sans scène, je pense que je suis resté 8 minutes, parce que si j'arrêtais pas, j'ai intimidation à côté, Charles. Fait que, tu sais, puis à chaque fois j'y vais, c'est rendu ça, quasiment mes numbers à chaque fois, là. Je fais juste roaster les 2 gars, là, tu sais. Fait que, ouais. C'est un plaisir. Mais si vous connaissez, en tout cas, s'il y a du monde qui ne connaisse pas le gang show, regardez ça. Il y a, je ne sais pas combien d'épisodes sur YouTube, mais c'est bon, c'est incroyable. C'est fucking drôle. Oh, ouais. C'est un des meilleurs shows d'humour. Si t'es un geek d'humour, là, tu vas triper là-dessus. Mais
Je pense que c'est un concept américain, le gong show. Ben, un gong show, oui, ça existe depuis. Ça fait longtemps. C'est un vieux concept américain. Puis... Ben oui, ça a déjà été une émission de télé. Là, je ne veux pas me lancer, mais je pense dans les années 70 ou quoi de même. Mais c'était de tout. Fait que t'avais du chanteur, t'avais de tout. Là, je pense qu'au niveau stand-up, je crois pas que ça avait déjà été fait là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Puis je pense que si tu écoutes Charles parler, je pense que c'est un projet qui va peut-être encore 1 an ou 2, puis il va peut-être prendre une pause d'une couple d'années puis le ramener à m'amener. Je sais pas c'est quoi leur plan. Ils tiennent quelque chose entre les mains, c'est clair. C'est un projet qui peut s'essouffler aussi, rapidement, ça. À un moment donné, ça doit être dur de trouver du monde là, à faire des... le monde en revient, tu sais, gars, moi, je suis allé 12-13 fois, genre, tu sais. Puis la dernière fois que je suis allé, j'étais même pas booké, je suis juste allé, j'avais même pas de texte, là. C'était une fille qui y va souvent, puis elle m'a demandé d'y aller, puis j'étais en cagoule, puis tout ça, puis je faisais juste sortir des objets comme si j'allais kidnapper Charles, une corde, du tape, un bâton, tu sais, je préparais une seringue à la fin, fait, c'était juste faire un stun, j'y allais, elle me l'a demandé, j'ai dit oui, tu sais, puis j'ai fait 2 duos, j'ai fait des personnages que je fais jamais en stand-up, tu sais. Fait que c'est une belle place pour tester, faire des stuns, puis tout ça, tu sais, puis il y a du monde qui retourne, puis là, c'est le running, parce qu'à chaque fois que tu l'as réussi 3 fois, tu as une pin. Tu sais, il donne une pin du gong show, puis quand tu l'as réussi 10 fois, ben là, tu y vas comme juge. Fait que ça incite le monde à revenir, puis honnêtement, c'est le nouveau en route des humoristes. Parce que c'est une belle plateforme. Moi, il y a des humoristes pour qui j'ai énormément de respect, que j'ai jamais croisé, puis qui me connaissent à cause du gong show, ou que je croise, puis hey, salut, moi, c'est... Mike, la première fois que j'ai rencontré Mike, j'ai été starstruck, j'étais invité dans sa loge à prendre un verre, tout ça, puis j'ai pas été capable de rester. J'ai fait un fist bump, j'aime bien ce que tu fais. Il m'a dit, je connais bien Preach. Puis il a fait, hey, Preach m'a conté la fameuse joke que je vous parlais tantôt, que j'ai été Preach, il avait conté cette joke-là. C'était une petite bonne joke. J'étais comme, bien, merci, man. Puis genre 3 ans de ça. Puis on s'est recroisés au Club Soda pour la 100e du Gong Show. Puis, je me suis juste présenté. Je dis, je sais t'es qui, je t'ai vu au Gong Show. T'sais. Il y en a plein de même. Je croise du monde. Puis, je sais pas si tu me connais. Ben oui, je t'ai vu au Gong Show souvent. Là, fait que c'est beaucoup écouté par les humoristes. Puis, c'est aussi beaucoup écouté. Fait que ça amène une certaine notoriété quand tu te plantes pas trop souvent. C'est une très bonne visibilité là, pour dans le milieu. En fait. Ben, c'est ça. Un gars comme Yannick de Martineau, qui, moi, personnellement, est un humoriste que j'adore, pour qui j'ai énormément de respect, que j'ai jamais croisé. Puis, à un moment donné, il m'a envoyé un message par rapport au podcast. Il est tombé sur le podcast, il a vraiment aimé ça. J'ai dit, merci, je dis, je suis aussi humoriste, puis je te dis, oui, je sais, je t'ai vu une couple de fois au Gong Show. Je pourrais dire, je suis humoriste, puis ce que tu fais, genre, j'adore ça. C'était pas plugger, genre, hey, je suis humoriste, moi aussi. C'était juste faire comme, venant d'un humoriste, juste tu saches que t'as un cerveau, man, qui me fait triper, puis au final, ça se peut qu'on finisse par. En tout cas, j'y ai parlé, puis il va peut-être m'aider sur un de mes numbers avec lequel j'ai un peu de difficulté en ce moment. Ton humoriste préféré de tous les temps au Québec? Oh! Tu m'avais dit actuel, je le sais, de tous les temps. Je peux dire les deux. Écoute, c'est parce que moi, jeune, j'étais un grand fan de Michel Courtemanche que j'ai croisé parce que c'est un humour en tant qu'enfant ou jeune, je comprenais. J'ai été un grand fan très longtemps, très jeune de Anthony Cavana qui était pour moi un des best. Mais pour son cerveau puis pour ce qu'il fait dans l'humour, Mike Ward est top de la liste des humoristes de long terme. Ouais. Je te dirais, en ce moment, les 2 stand-up qui, moi, me font capoter à chaque fois que je les vois, c'est Pascal Cameron, PB Rivard. En ce moment, niveau écriture, niveau stand-up, c'est 2 gars qui me font, à chaque fois que je les vois, puis je les vois faire des V1 dans des soirées rodage, ça arrache tout. C'est des writers. Tu sais, PB Rivard, qui est probablement le writer qui a été longtemps sous-estimé, puis tout le monde le voudrait comme writer, tu sais. Puis il travaille vraiment sur ses trucs à lui aujourd'hui. Puis moi, man, c'est un cerveau humoristique, ce gars-là, complètement fou. Puis Pascal Cameron, c'est le casting qu'il a, puis il fait le style d'humour que j'aime. Il va loin. Puis des fois, je fais comme, hey, j'aimerais-tu ça pouvoir aller aussi loin? Tu sais, c'est que toi, lui, avec son look de un peu nerd qui se faisait enfermer dans son casier à l'école, puis qui va loin de même, on dirait qu'il peut se fermer. J'ai l'impression que moi, je pourrais pas aller aussi loin que lui, il va, tu sais. Fait que, ouais, je pense que pour moi, en ce moment, c'est les 2 gars, là, je trouve, qui sont pas là où ils devraient être en ce moment, tu sais. Simon Gouache, qui est un gars pour qui aussi j'ai énormément de respect puis que j'adore. Puis je considère que Pascal Cameron et PB Rivard devraient avoir
minimum la même carrière que Simon Gouache en ce moment. Là. Je pense que c'est des gars qui méritent cette place-là. Je pense que c'est des gars qui vont atteindre cette place-là aussi, éventuellement. Puis tu sais, c'est pas parce que t'es pas connu que t'es pas bon. Hein. Ça, faut se dire, parce qu'il y a du monde connu qui sont crissement pas bons, à mon avis, à moi, qui méritent pas autant de fame qu'ils ont. Puis t'as des gars que le grand public ne connaisse pas, mais hey, faites 2-3 soirées du monde, tu vas te découvrir. J'en découvre, moi, à chaque semaine des nouveaux. Je fais comme, man, tu sors de où, toi, c'est à 21 ans, puis c'est une machine. Le gars, t'as l'impression que ça fait 40 ans qu'il fait du stand-up, puis il y a 21 ans. Il y a ça qui est tantôt. Moi, je suis pas un stand-up naturel. Moi, là, du monde, il dit, moi, j'ai un sujet, je monte sur scène, puis j'écris sur scène. Hey, moi, je monte sur scène, c'est à virgule près ce qu'il dit. Je suis pas. Je vais crowd work, parce que crowd work, pas que c'est facile parce que c'est un muscle qui se travaille et tout ça, mais si tu écoutes le crowd work, souvent ça va tourner aux alentours ça va souvent virer rapidement sexuel parce que c'est les premiers gags faciles qui nous viennent en tête, tout ça. Mais dire, hey, j'ai un sujet, mettons, hey, j'aimerais ça parler des trans, là, je vais monter sur scène puis je vais puncher, genre, m'écrire, hey, tabarnak, moi, non, si je fais un numéro des trans, mon gars, je vais l'avoir travaillé pendant 3 mois avant même de le tester quelque part, là, tu sais, mettons. Là, mais je pense que c'est la tendance en ce moment, beaucoup le crowd work, là. Surtout, tu le vois sur TikTok, là. Je pense que s'il y a bien une plateforme qui peut faire blow up un humoriste, c'est TikTok. Là. Ouais, puis le crowd work, donc je vais te donner un gars, parmi les gars pour qui j'ai énormément de respect, que je trouve très bon, il y a Mike Baudouin, qui est probablement un des kings de crowd work au Québec, puis c'est à peu près ce qu'il met pas mal sur ses réseaux sociaux. Mais tu sais, ça va être genre 15 minutes de son show, là, sur 1h15, 1h30 de show. Parce que les gars, pourquoi c'est ce qu'ils mettent le plus sur les réseaux sociaux? Parce que les gars, ils ont passé des heures, des semaines, des mois à écrire, à tester, à roder, à retravailler des numéros. Ça, ils veulent pas que ça soit sur les réseaux. Mais du crowdwork, c'est bang, bang. C'est pas répétitif. C'est pas quelque chose que tu vas entendre la même joke si tu retournes voir le show. Fait que c'est pour ça. Puis, si t'es bon en crowd work, ben, ça te donne envie d'aller voir. Tu te dis, hey, si le gars, ça, c'est pas écrit puis c'est drôle, imagine-toi ce qu'il écrit, tu sais. Fait que, ça m'arrive, moi, avec des fois, de mettre des petits clips de même, là, tu sais. Mais t'es arrivé l'autre fois, j'ai eu un flash pour soirée rodage, puis c'est ça, tu sais, j'ai un gag qui m'a flashé en tête, puis je l'ai fait, puis ça a bien marché, puis je l'ai mis sur TikTok, puis justement, j'ai eu un bon view. Tu sais, comme le Rose Battle, j'ai mis un petit bout de notre battle parce que c'est pas du stock que je vais refaire sur scène. Fait que ça, c'est des clips, ça, le monde voit quand même, ah, Chris, il est punché, ça peut être drôle, puis il voit un peu le style d'humour que je fais à travers ces petits clips-là. Fait que tu te dis, bon, est-ce que tu as vu sur TikTok, si t'aimes pas ça, ben viens pas me voir sur chaîne, n'achète pas de billets. Mais si t'aimes ça, ben dis-toi que si j'ai passé du temps assis à écrire, ce que j'ai shooté sur le fly, ou ce que j'ai écrit en 2 jours pour un battle, t'as trouvé ça drôle, t'as trouvé ça punché, Chris, viens écouter quelque chose, tu sais, je veux dire, même que je sorte mon heure, moi, l'année prochaine, Chris, il y a du stock que ça fait 5 ans que je fais puis que j'ai retravaillé, tu sais. Oui, mon premier numéro que j'ai fait, il existe encore, je le fais encore, sauf que la première fois que je l'ai fait, il durait 5 minutes. Aujourd'hui, il dure encore 5 minutes, mais du premier 5 minutes, il y a peut-être 1 minute et demie qui reste la première fois que je l'ai fait. C'est le même sujet, mais c'est plus le même numéro que je fais aujourd'hui que je faisais il y a 5 ans. C'est comme une évolution en continu. Là, ouais, tu sais, puis tu sais, il y a des numéros que je fais plus beaucoup, c'est ainsi, puis là, justement, là, tu sais, que j'ai fait beaucoup dans mes débuts, puis mais tu sais, c'était bon, mais je fais plus, mais que je veux refaire, mais je vais me rasseoir, je vais repasser au travers, je vais le réécrire, je vais le repuncher avec le cerveau que j'ai aujourd'hui, que le cerveau que je l'ai écrit, mettons, il y a 3 ans, c'est plus le même cerveau humoristique. T'sais. Tout a changé, le monde évolue tellement vite, puis mon cerveau humoristique aussi, c'est un muscle que j'ai appris à travailler aussi avec les années. Moins de jokes de pipi, caca, puis de cul, tout de suite, j'essaie d'aller plus loin que ça. Là, sinon... tu feras pas long feu. Là, ouais, 100%. Hey, guys, on va finir cet épisode-là pour YouTube. Les gens qui en voulaient plus, venez sur Patreon, OK, parce qu'on fait tout le temps des segments Fire. Patreon/podcast. Venez en direct sur Twitch aussi pour poser vos questions. Merci, Cédric, d'être venu au podcast. Je peux me plugger un peu? Ben oui, let's go. Tous mes réseaux sociaux, Cédric, CEDRIC, Bergeron, Humour, TikTok, Instagram, Facebook, c'est le même nom partout. Podcast Au Parloir, encore là YouTube, Cédric Bergeron, Au Parloir, sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes audio aussi, il est disponible. Tous les liens vont être dans la description anyways, fait que juste description, allez cliquer là-dessus. Il y a le Patreon aussi, il y a plus d'épisodes sur Patreon. Oh shit. Fait que venez sur Patreon, c'était Zach.
C'était Jess. C'était Tom à la console, c'est Cédric, notre invité. Peace out. Ciao, ciao, guys. Fait que-